le premier cours qui est les CNS. C'est cette caméra ou Mais celle-là? don't allow. Mais don't allow. Ok. Voilà, tu peux commencer. Commence avec les questions. Ok, du coup, moi, je regarde ici. Ouais, tu regardes ici et tu bouges ici. Et Ok. je lis la question. Est-ce que c'est une bonne tactique de se tirer CNS sauf les mailles de l'os? Non, c'est pas une bonne tactique parce que en soi, peut-être que oui. En fait, il faut juste pas toucher ça. Peut-être que oui, ça donne tout sauf les mailles, mais en soi, ça donne. Enfin, en fait, ouais, vous pouvez vous dire ça en soi. En fait, il faut juste comprendre la logique que les CCNS qu'elles vont donner, c'est tout ce qui est les fanères. Je sais pas si vous avez ce terme. En gros, c'est tout ce qui est les ongles, les cheveux. Donc, les cheveux, c'est quoi? C'est les poils. Donc, vous avez les poils des animaux, la crinière du lion. Enfin, c'est des exemples qu'il va vous donner. Même la pigmentation. Donc, chez le babouin, il va vous donner la pigmentation. Mais aussi les ongles. Donc, tout ce qui est ongles, c'est quoi? C'est du coup les griffes, les téguments. Voilà, on peut dire les téguments. Donc, ouais, c'est des synonymes, je pense, les téguments et les fanères. Bref, du coup, les griffes, les ongles, comment ça s'appelle là, les poils des chats, là? J'ai oublié c'est quoi le Bah, les terme. moustaches, quoi, des chats. Voilà, la moustache des chats. Donc, c'est tout ce qui est dans cette idée-là. Donc, c'est tous les, comme tu as dit, tous les téguments. Et, juste pas toucher la table. Ouais. Tous les téguments, etc. Donc, c'est un peu la même idée. Par exemple, la queue chez certains animaux et l'équivalent de la queue chez les poissons, bah, ça va être les alettes, les arêtes, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, la queue du poisson qui est dite dans le cours. Et donc, c'est un peu tout ça. Donc, et du coup, pour les dents, bah, les dents, c'est un peu pareil que les ongles, c'est juste, c'est mis au mauvais endroit. Mais voilà, donc, les nageoires, que dalle. Bah, les nageoires, du coup. Mais c'est un peu dans la même idée. Donc, vous pouvez vous dire que oui, c'est tout sauf l'émail, l'occipital et le sphénoïde postérieur. Mais en vrai, vous allez vous comprendre que c'est un peu tout, en fait. C'est juste que bah, c'est les cellules qui sont présentes à cet endroit qui vont donner quasiment toute cette notion. C'est assez clair. Mais vas-y, Myriam. Ok, ben, du coup, je vais commencer avec le premier cours. Bon, après, c'est un cours qui est court, donc ça va aller assez vite. Donc, les cellules des crêtes neurales. Donc, je clique là. Ouais, là, c'est bon. Alors, elles ont plusieurs critères. Tout d'abord, donc, c'est des cellules embryonnaires et on dit qu'elles sont multipotentes. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire multipotent et qui veut l'expliquer? Ou est-ce que je le fais moi? Je regarde là, alors que je devrais regarder là. C'est différencié en plusieurs types. C'est pas un seul type de tissu, mais plusieurs types de tissus. C'est pour ça qu'on dit multi. Donc, oui, Alex, oui. À ne pas confondre avec pluripotente. Ouais. Pluripotente, ça veut dire tous les tissus. Et multipotente, c'est tous les tissus d'un même domaine. Par exemple, multipotente, c'est tous les tissus qui vont donner le système nerveux. C'est multipotent. Tous les cellules qui vont donner, tous les éléments qui vont donner tout ce qui est sanguin, genre lymphatique, sanguin et immunité. Donc ça, c'est le même domaine. Donc du coup, c'est multipotent. Donc, ouais, tu as répondu à sa question, de toute façon. Ok, pardon. Est-ce que c'est clair C'est ou clair pas? ou pas? Il a dit ouais, c'est bon. Pluri, c'est plusieurs tissus et totipotente, c'est tout le corps. Genre, c'est vraiment la première, genre, c'est le spermatozoïde. Genre. Ok, après, on dit qu'elles ont des capacités migratoires. Donc, en fait, ça, c'est après la transition entre le type épithélial au type mésenchymateux. Et en gros, elles deviennent des cellules mobiles qui vont pouvoir donc suivre un chemin spécifique et donc donner des organes spécifiques. Comme tout à l'heure, Yasmine vous a dit, donc les téguments, la crinière, etc. Et ensuite, on dit aussi que donc elles ont une diversité phénotypique importante. Ben ça, en fait, ça rejoint la notion de multipotence. En gros, elles vont donner plein de types de cellules. Et ça, je pense que on en reparlera à la fin avec le petit rond là qui détaille tout ce qu'elles vont donner. Donc voilà. Ensuite, donc l'origine de ces cellules des crêtes neurales. Donc, on dit qu'elles naissent au sommet de la plaque neurale. Et ensuite, elles sont aussi localisées entre l'ectoderme, attendez, je vois pas, et le tube neural. Est-ce que là, j'ai pas... Non, c'est bon. Ouais, là, c'est pas. Et le tube neural. Et on dit aussi qu'elles vont commencer à migrer après la neurulation. Est-ce que quelqu'un veut expliquer c'est quoi la neurulation pour voir si vous avez compris ou pas? Comme ça, on fait un peu un truc interactif.
Et c'est comme ça qu'après, on retient, quoi. Si quelqu'un veut prendre la parole ou alors écrire sur le chat. Soyez pas timide, hein, on est 4. Ouais, on est quatre, Vraiment littéralement. 4. Même si vous vous trompez, on s'en fout, quoi. Ouais, je pense que même nous, on peut se tromper. Personne. Allez, ouais. Personnellement, je n'ai pas compris. Ok. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Maïlis ou je réponds? Ok, je laisse 10 secondes, sinon je réponds. Ok, bon, je vais répondre. En gros, la neurulation, c'est tout ce qui va donner, enfin, c'est toutes les étapes qui vont donner le tube neural. Donc, c'est ça. En gros, c'est juste ça. C'est les étapes qui vont passer de la plaque neurale au tube neural. Voilà, tout simple. Ok, du coup, si c'est bon avec cette diapo, je passe à la suivante. Alors, donc, comme je l'ai dit, on va passer de la neurulation à la migration. Et pour ça, il faut que la plaque neurale elle change un peu de configuration, si on veut. Donc, tout d'abord, on est à la plaque neurale. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un épaississement du neuroectoderme en forme de raquette. Donc, le neuroectoderme, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de l'ectoderme qui va former le système nerveux. Et en fait, cette partie, elle va s'épaissir au centre de l'embryon comme une raquette. C'est pour ça qu'on parle de raquette, en fait. Ensuite, on veut passer à une autre configuration, donc la gouttière neurale. Et en fait, les bords de cette raquette, elles vont s'élever pour former des replis et une gouttière qui va se creuser au centre. Donc là, on passe du pli, comme je vous ai dit, donc les bords de la raquette, ils vont s'élever pour former des replis, donc pli, et ensuite gouttière. Et ensuite, on veut encore changer de configuration pour arriver à une relation, c'est les 4 étapes. C'est l'agrégation ou alors ça vise quoi? La transition. Ça, c'est plutôt pour la migration, la transition épithélio-mésenchymateuse. J'ai pas compris la question. Non, la neurulation, non, non. La transition épithélio-mésenchymateuse, c'est 4 étapes. Mais Ouais, la neurulation, en gros, c'est juste le schéma qui va vous... Bah, je vais vous montrer un schéma à la fin, qui ouais. explique, enfin une vidéo YouTube qui explique très bien. Mais en gros, c'est genre juste quand la plaque qui est comme ça, bah, elle devient un tube en fait. C'est pour ça qu'on appelle la neurulation, parce que ça devient Un tube neural, un ouais. tube neural. Est-ce que on a dit ok, c'est bon. Du coup, on veut arriver au tube neural. Et pour arriver au tube neural, le bourrelet, en fait, il va se rejoindre au centre et fusionner pour former un tube fermé. Et là, donc là, on est au tube neural. Et ensuite, on va parler du début de l'organogénèse. En gros, c'est la fermeture de ce tube, plus la migration des cellules des crêtes neurales. En gros, c'est les cellules, quand elles sont au bord du tube, bah, elles deviennent les cellules des crêtes neurales et elles vont ensuite migrer pour former plein de tissus. Donc ça, voilà, après, je crois qu'il y a des schémas qui sont sur le diapo qui expliquent bien. Enfin, voilà. Ensuite, euh, donc là, on va parler de la transition épithélio-mésenchymateuse. Donc là, on va le faire ensemble. C'est quoi les étapes et dans quel ordre? Qui veut commencer? Attendez, je crois que le diapo, c'est petit à petit. Ouais. Alors, la première étape, c'est quoi? On s'en fout si vous vous trompez, hein. Vous pouvez. Maturation. Ouais, c'était maturation. Et en gros, la maturation, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est déclenché par l'environnement moléculaire. Donc, il va y avoir une sécrétion de BMP plus des facteurs de transcription. Donc, on va avoir une perte d'adhésion, une transformation morphologique et aussi, du coup, la migration. Donc, ça, c'est la maturation. Et aussi, on va avoir l'activation de gènes pro-migratoires. Après, bon, ce cours, c'est assez vite. On va pas vous demander de détailler trop ce qui se passe. C'est vraiment de retenir c'est quoi les 4 étapes et dans quel ordre. Il peut y avoir des pièges en mode on vous dit non, d'abord c'est la migration et après la maturation. Donc voilà. Ensuite, c'est quoi la deuxième étape? Perte d'adhésion cellulaire. Ouais, perte d'adhésion cellulaire. Donc là, pareil, on ne le détaille pas dans le cours. On dit juste que donc
Mais après, ça se comprend parce qu'en fait, les cellules épithéliales, c'est des cellules pardon, qui sont collées à leurs voisins et donc qui sont immobiles. Alors que les cellules mésenchymateuses, c'est plutôt des cellules qui sont libres, qui peuvent pénétrer dans les tissus, qui bougent, etc. Donc, on comprend qu'on a une perte d'adhésion cellulaire, justement pour que les cellules des crêtes neurales, elles puissent migrer, aller dans d'autres tissus pour former ensuite ce qu'elles veulent former. Donc, ouais, perte d'adhésion cellulaire. Ensuite, après la perte d'adhésion cellulaire, elles se transforment. Donc, changement morphologique, ouais, pareil. Elles vont changer de morphologie pour pouvoir se déplacer. Et enfin, dernière étape, elles migrent. Voilà. Et bon, putain, désolée. Je voulais qu'on le fasse ensemble et j'ai mis les réponses. Mais T'as spoilé. du coup, elles migrent où? Vers les arcs pharyngés. Ça, c'est toi qui le fais, c'est ça? Les Ouais, arcs juste pharyngés. après. Donc, depuis le prosencéphale et le mésencéphale. Et aussi, on va les retrouver dans les rhambomères 3 et 5. Sauf que la particularité, c'est que là, il va y avoir une apoptose. En gros, les cellules qui meurent. Et dans le cours, je crois que l'exemple, c'est l'exemple des palmes. De pourquoi nous, on a des mains comme ça et pas des palmes je vais dire comme les oiseaux, comme les poissons. Comme les oiseaux. Donc, C'est comme voilà. les canards. Ouais, comme les canards. Et donc, ensuite, il va y avoir des zones de migration. C'est les placotes différenciatrices. En gros, c'est les régions qui vont donner naissance à des cellules spécifiques. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, grosso modo, la transition épithélio-mésenchymateuse. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Donc, si on est avec des palmes, c'est un défaut de migration. C'est peut-être un défaut d'apoptose, mais pas de migration. Alors, pour l'anecdote, Donc, je sais pas je trop. connais quelqu'un qui est né avec des Ah palmes. ouais? Ouais. Et en gros, c'est un défaut d'apoptose, Ok. pas de migration. Parce qu'en Ouais. gros, c'est si l'apoptose n'a pas lieu, les cellules, elles sont encore là. Alors que si Ouais, c'est l'apoptose elle ça, a ouais. lieu, juste les cellules, elles vont se séparer. Et en fait, du coup, juste... Ah, du coup, il n'a pas d'apoptose. Écoute, ouais, parce que je pense que ça migre quand même, c'est ouais, juste après, ouais. c'est ça. En gros, il y a plein de trucs qui vont se former et après, ils vont s'enlever en fonction de l'espèce. Et à l'inverse, il y a plein de trucs qui vont s'enlever et juste ne pas créer chez certaines espèces. Enfin, c'est un mécanisme double. C'est comme, je ne sais pas si vous avez travaillé l'organogénèse, mais en gros, c'est comme le mécanisme de chez la fille, chez le garçon. Donc, en gros, nous, on est filles et garçons en même temps. C'est juste qu'il y a un truc qui s'enlève et du coup, il y a un Ouais. truc qui se fait ou il y a un truc qui se fait directement pour être garçon, tu vois. Genre, en fait, quand t'es garçon, t'es pas fille. C'est pas que t'es garçon. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est clair. Ouais. En fait, quand Enfin, t'es pour moi, c'est fille, t'es clair, ouais. juste pas garçon. C'est ça. Et là, c'est pareil. C'est juste t'as ça, mais ça juste ça part. Ok, bon, on arrive à la fin du cours, hein, pour ce cours. Et donc, ce qu'elles vont former, comme on l'a dit au début, elles sont multipotentes. Donc, là, vous avez tous les exemples, hein. Le schéma, il est bien. C'est dans le cours, ça, en plus, je crois, c'est dans le diapo du prof. Donc, cellules endocrines, fibroblastes, ostéoblastes, sémentoblastes, adipocytes, etc. Sauf, bien sûr, comme on l'avait dit au début, je sais pas si je l'ai dit au début, mais l'émail, non. Parce que c'est ectodermique, il me semble, l'émail. Et du Mm. coup, c'est pas possible. Donc voilà. Après, je sais pas si ça, c'est vraiment apprendre par cœur tout ce qu'elle donne, mais c'est quand même bien de savoir ce qu'elle donne pas, Ouais, surtout. ouais. Après, tu peux pas apprendre ce qu'elle donne pas parce que c'est infini. Ouais, Mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais regroupé dans des groupes. Genre, comme ouais, on a dit tout à l'heure, les téguments, etc. Donc, vous regroupez dans des idées et vous dites, OK, il y a tout ce qui est en rapport avec les dents, sauf l'émail. OK, il y a tout ouais, ce qui est en rapport avec les os, parce qu'il te dit tous les os du crâne, sauf l'occipital et le bas du... Enfin, tu apprends les exceptions, en fait. Et après, c'est toujours les mêmes exceptions qu'il met. ouais. C'est toujours les mêmes. Mais occipital, sphénoïde, Après, oui, je pense les pièges, l'émail. ouais. Vraiment, le piège, il va vraiment porter, je pense, sur Ouais. l'émail. Il va dire, oui, est-ce que ça forme l'émail, etc. En vrai, faites les annales des passes. Les annales des Ouais, passes en morpho, vu que c'est les mêmes cours, quoi, en vrai. c'est les mêmes cours et en plus, vous avez pas d'autres trucs sur lesquels vous basez. Donc, c'est bien. Du coup, voilà, hein, pour les cellules des crêtes neurales. Après, c'est un cours un peu introductif Mm. sur toute la matière. Donc, en vrai, ça va. Bon, là, je vous laisse avec Yasmine. Elle va vous faire les arcs pharyngés. Ça Les va. annales de passe sont pas plus difficiles pour les gens qui n'ont jamais fait passe
Bah, Ouais. vu que c'est les mêmes cours, si, forcément, si tu as fait une LAS 1, forcément, tu vas trouver ça dur. Mais dans tout cas, c'est les mêmes cours. C'est juste, c'est les mêmes cours, mais genre, il y a deux, trois détails en moins. Genre, le Ouais. cours, au lieu de faire 8 pages, il fait 6 pages, tu vois. Mais si tu sais faire les annales de passe, au moins, tu es sûr qu'il ne va pas te piéger. En plus, le poli, c'est exactement presque le même. C'est Hein. le même, vraiment. Et même, enfin, il y a des paragraphes, tu vois, clairement, Ouais. c'est la même chose, c'est les mêmes images, c'est tout pareil. Donc, en mode, tu vas avoir une idée de comment le prof il va tourner ses questions. Enfin, nous, on peut pas vous dire du coup, parce que l'année dernière, il n'a pas fait de Ouais. morpho. Mais moi, je l'ai fait en passe, parce que moi, j'ai fait bien base 2. Et en passe, c'était pas donné, quoi. Ouais, des fois, il est un peu. En fait, Voilà il a quoi. sa manière de s'exprimer, Gobert. Enfin, je sais pas si c'est Oui, Jobert ou Gobert. c'est Gobert, ouais. Gobert. Et Bah, Gobert, il a sa manière de être, c'est un personnage. Et du coup, les annales sont accessibles sur Vitamine et il me semble que vous pouvez les récupérer au local. se dépasse, Ouais, il faut les je crois, payer, ouais. mais Et si vous êtes adhérent, vous les avez. pareil pour les maths. Hein. En vrai, c'est Ouais, exactement le même poly qu'on stats, c'est passe. pareil. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais les QCM des passes. Parce qu'on a plus qu'en LAS, en vrai. Et faites Et du les coup, voilà. QCM du poli. Ils sont très Ouais, bien, les QCM du poli. ouais. Et le livret aussi. Hein. Le Il est pas livret. mal. Achetez le livret. Bah, justement, en parlant du livret, bah, là, bon, là non, parce que là c'est une introduction, mais là, regardez, vous voyez ça? Ça, c'est, j'ai juste mis le truc du livret. En gros, ce qu'on a fait pour les livrets, on a condensé un peu, je réponds à ta question, mais juste après, mais pour le livret, en gros, on a condensé un max les cours. Genre, par exemple, moi, pour les arcs fringés, ce que j'avais fait, ça, c'est ma fiche de l'année dernière. C'est ma fiche de cours. Ce que j'ai fait, c'est toutes les informations sur les arcs pharyngés, je les ai mis dans un tableau. Et du coup, tout ce qui dit sur le premier arc pharyngé, bon voilà, là vous pouvez voir, j'ai mis tout ce qui est artériel, tout ce qui est nerveux, et tout ce qui est cartilagineux en gris. Ensuite, tous les dérivés, je les ai mis en noir. Et en fait, j'ai essayé de regrouper un max sur tout ce qui est dit là-dessus, je les ai mis dans un tableau. Et donc, en fait, le livret, on a essayé un peu de faire ça. Bon, après, c'est la première fois qu'on fait un livret pour les LAS 2. Mais en vrai, si vous y avez accès aussi, genre si vous pouvez le commander, c'est bien. Et sinon, si un collègue à vous, il l'a, bah, regardez. Parce qu'en soi, on a essayé un max de regrouper les cours et de faciliter un peu la visualisation du Ouais, c'est truc. ça. Alors, d'ailleurs, désolé, question à part. Les diapos de FaceTime, on peut les retrouver où? Alors, j'ai aucune idée, mais je peux demander à Rita. Elle va me dire. Normalement, c'est sur le forum et après, il y a une rediffusion sur YouTube, je crois. De la vidéo? De la vidéo, ouais, Ouais, normalement. sûrement. Ouais, je sais pas où y accéder, mais tu peux lui demander à Rita. Attends, donc sur le lien. Non, Insta, je pense pas. Je pense Du pas que ce sera diapo. sur Insta. Ce sera soit sur Vitamine, sur le forum, pardon, soit sur le forum en fait. Peut-être sur le site internet. Alors, donc les arcs pharyngés, en vrai, c'est un cours qui est pas dur. Ça aide à visualiser le reste parce que ça va vous aider pour les autres cours. En gros, comme on a dit, les CCNS, ils vont faire, en gros, c'est des cellules qui vont donner des éléments. Donc, ces cellules-là, elles vont donner des éléments très importants qui vont donner vraiment la structure osseuse et la formation de la face. Et en fait, n'oubliez pas qu'on est dans des cours de dentaire. Donc, ce qui nous importe, c'est beaucoup la face. Donc là, vous allez voir d'où viennent les éléments de la face. Donc les arcs pharyngés, c'est une structure transitoire. Transitoire, pourquoi? Parce qu'après, ça va disparaître. Ça va créer des os. Donc les arcs, ça va juste être les structures qui vont pouvoir donner différents éléments. Donc ces structures-là, elles vont donner différents éléments. Donc par exemple, bon là, ils nous précisent que ça va être chez l'embryon à 5 mm, ça veut dire que c'est au début de l'embryogénèse lors de la 4e semaine de développement. Donc, il faut savoir chaque élément à quelle semaine il se fait. Voilà, Rita, on a mis sur Discord, mais le dernier, c'est U11 en mars. Bah, en vrai, c'est le dernier FT qu'on a eu. On a eu un FT la semaine dernière. Mais du coup, ouais, en fait, elle est fait progressivement. C'est mis sur Discord, les FT. Ouais. Et sur le forum aussi ou pas, le diapo? En vrai, elle va les mettre progressivement. Ouais, je pense, ouais. Ok. Mais je pense qu'ils vont les mettre genre chaque truc à la fin. Genre, je pense qu'ils vont genre tout sera disponible 2 semaines avant vos. Ah, t'es pas sur Discord. En vrai, le Discord, je pense qu'il est facilement accessible. On te Ouais. mettra à la fin si t'as le lien du Discord, comme ça on l'écrit ici, ça peut être bien. Alors, Pour le le chat. Discord. Le Discord du thème, genre juste pour l'écrire dans le chat. Ouais, je veux bien que tu m'envoies comme ça, je l'écris dans le chat. Elle a dit oui, le forum, Rita, du coup, pour le Ouais, diapo. donc c'est sur le forum, oui, Et rediff YouTube, ouais. et rediffusion YouTube.
Et tu Et peux le écrire dans le dos. chat le YouTube du TAM et le Discord du TAM, comme ça. Alors, le YouTube du TAM, c'est. Attends, faut que je vois. Juste le lien là, comment je trouve là? Je suis pas une gameuse, malheureusement. On peut pas être J'avoue parfait que dans la vie. Discord, moi aussi. Tu peux l'envoyer sur le groupe du FT, comme ça, direct, on est après. Ouais. Ok, bah je continue. Donc, en gros, les arcs pharyngés vont donner des structures. Donc, ils vont donner. Ah oui, 5 paires d'arcs pharyngés. Si mais il y a 5 arcs pharyngés, c'est faux. Il y en a 10, il y a 5 paires. Il y en a un de chaque côté. Ça, faut surtout pas l'oublier parce que c'est un piège. Je sais pas s'il l'a déjà fait, mais il a vraiment une tête à faire ça. Et il faut savoir qu'ils sont à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que, en gros, ils sont présents partout. On a 3 couches dans le disque embryonnaire. En fait, il faut visualiser l'embryogenèse, comment c'est. Je vais vous montrer une vidéo à la fin qui est très intéressante. Donc, l'embryogenèse, c'est 3 disques. Donc, il y a le disque ectodermique, donc c'est ce qui est en dehors, donc ce qui va être la peau, ce qui va être ce qui est en dehors, en fait. Mésodermique, ça va être tout ce qui est un peu tout ce qui est veines, vaisseaux, etc. Un peu des os aussi. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est structure osseuse et veineuse, enfin véno-artérielle. Mais aussi, on a endodermique, c'est tout ce qui va donner le système respiratoire et le système digestif. C'est tout ce qui est dedans. En fait, si vous allez voir, c'est le corps humain dedans. Donc, on a tube digestif, système respiratoire. Ensuite, les os et les veines qui vont tout entourer. Et ensuite, la peau qui va tout recouvrir. Donc, ça va être divisé en 3 éléments. Donc, les sillons ectodermiques. Donc, les sillons, ça va donner tout ce qui est ectodermique. Donc, il y en a 4. Les arcs qui vont donner tout ce qui est mésodermique. Donc, tout ce qui va dériver du mésoderme. Donc, ça va être les arcs pharyngés. Donc, il y en a 5. Et les poches pharyngées, c'est tout ce qui va donner endodermique. Donc, ça va vous permettre de mieux comprendre un peu de comment ça marche. Pour mieux catégoriser un peu les trucs. Du coup, à l'extérieur, on a les sillons ectodermiques, voilà, et à l'intérieur, on a les poches pharyngées. Donc pour les arcs pharyngés, c'est vraiment simple. Premier arc pharyngé, c'est maxillomandibulaire. Donc c'est tout ce qui va être en rapport avec la mandibule et le maxillaire. Donc c'est vraiment la face par devant. Donc c'est pour ça que les dérivés squelettiques, ça va être le maxillaire, le zygomatique, le processus zygomatique, donc jusqu'au temporal. Il n'y a pas l'os temporal, il y a juste le processus zygomatique du temporal. Donc c'est tout ce qui est dans cette zone-là et la mandibule. Donc, ok, c'est pas caractérisé dans les os en entier, mais ça va être les zones. Donc, bon, l'os temporal, bah, il arrive jusque-là, donc forcément, ça va être cette zone-là. Donc, la mandibule, et même dans la mandibule, ça va pas être toute la mandibule, ça va être plus précisément le cartilage de Beckel, on va le voir après, mais le cartilage de Beckel, il est très important, il y a toujours une question là-dessus, mais aussi les ligaments autour de la mandibule. Donc, il y a le ligament sphénomandibulaire, donc sphénoïde jusqu'au mandibulaire, jusqu'à la mandibule. Le malleus, l'incus, bon, ça c'est l'oreille, mais c'est un peu dans la même zone, on peut dire. Enfin, je ne sais pas exactement comment l'apprendre, mais moi j'avais juste visualisé cette zone et je me suis dit, bah, tout ce qui est ici. Et pareil pour les dérivés musculaires, du coup, bah, on a le muscle, enfin, le temporal, le masséter, le ptérygoïdien, donc c'est les muscles masticateurs, donc en rapport avec la mandibule, moi je visualisais un peu comme ça. Ensuite, il y a le mylohyoïdien, donc c'est un peu à peu près là. Ventre antérieur du digastrique, parce qu'on est toujours en avant, on n'est pas encore dans la partie en arrière. Donc antérieur du digastrique. Tenseur palatini et tympani, bah, c'est des muscles dans l'oreille. Donc c'est pour ça qu'on a le malleus et l'incus. Et le muscle du malleus, pareil. Donc c'est toujours dans cet environnement. En fait, il me semble que dans le cours aussi, il avait mis un embryon. Et dans chaque fois dans l'embryon, il vous met en fluo, il met en fluo toute la zone. Donc c'est un peu ça. Donc, du coup, essayer de catégoriser un peu les éléments. Et du coup, ensuite, bah, bon, après, jour, d'année en année, il change les jours. Moi, il me semble que c'est toujours un jour comme ça, il n'a pas changé depuis. Donc, c'est J22 pour le premier, avec le premier arc aortique, logique, et, euh, et le nerf du trijumeau, donc la branche mandibulaire. En vrai, le trijumeau, vous savez, il a 3 branches. Branche mandibulaire, branche euh, auditive, il me semble, et une troisième branche. Je sais pas ce qu'elle fait, je pense que c'est la maxillaire. Je pense, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je faisais comme ça, c'était mandibulaire, maxillaire et auditive. Et du coup, bah, là, c'est mandibulaire parce que bah, c'est en rapport avec un peu tous ces éléments.
Pareil pour le deuxième arc pharyngé, deuxième arc aortique logique, J22, vous apprenez que c'est dans l'ordre. Hein. Premier, deuxième, c'est J22. Troisième, J26. Quatrième, J29, c'est dans l'ordre. Enfin, c'est l'un après l'autre. Bon, c'est pas chaque jour, mais c'est les éléments, etc. Et c'est le nerf facial. Pourquoi? Parce que il y a tous les éléments de la face. Regardez les dérivés musculaires. C'est les muscles et expressions de la face. Donc c'est pour ça que forcément ça va être le nerf 7. Parce que le nerf 7, c'est tout ce qui va innerver du coup, votre bouche, vos joues, enfin, tout ce qui est pour les expressions de la face, ça va être le nerf 7. Et du coup, forcément, vous allez, voilà, le buccinateur, donc la bouche, l'orbiculaire des lèvres, les muscles frontaux, donc voilà, donc c'est l'expression, donc je suis énervée, les frontaux, ils vont se fronter. Auriculaire, je sais pas pourquoi, mais j'imagine que l'auriculaire, il va juste tirer la bouche un peu. Et les muscles styloïdiens et du stapes qui sont en rapport aussi avec l'oreille. En fait, vous avez les muscles de l'oreille, la moitié ils sont arc 1, l'autre moitié ils sont deuxième arc. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle l'arc hyoïdien. Donc, parce que vous avez, entre autres, le stapes. Donc, vous avez les petites cornes de l'os hyoïde, pas les grandes cornes, les petites cornes de l'os hyoïde. Le processus styloïde, la partie supérieure du corps de l'os hyoïde, parce que le reste, ça va être un autre arc, ça va être le troisième. Et vous avez le cartilage de Reichert. Et donc pas le Meckel. Donc si vous mettez premier arc, deuxième arc Meckel, c'est faux. C'est inverse. C'est vraiment un piège type. Donc voilà, essayez un max, dans l'idée, c'est juste de vous dire qu'il y a une certaine logique derrière, que chacun est regroupé. Il faut juste trouver la logique et ne pas trop s'embrouiller. Troisième arc, thyroïdien. Du coup, là, on a fini le premier étage de la face. Là, on a descendu dans le deuxième étage, c'est celui du deuxième arc. Du coup, deuxième étage, je parle un peu vite, vous me dites si c'est trop vite. Deuxième étage, du coup, on a hyoïdien. Et tout, en fait, ça va être comme ça. C'est pas des étages comme ça, c'est des étages comme ça. C'est pour ça qu'on a le stapes et l'hyoïde. Donc, je sais pas si vous voyez un peu comment c'est. Ensuite, troisième arc, du coup, c'est l'arc thyroïdien. Du coup, forcément, il y aura l'os hyoïde, à ne pas confondre avec le deuxième arc qui est l'arc hyoïdien. Donc, pour faire la différence. Donc, il y a le corps de l'os hyoïde. Le corps, c'est la partie basse. Moi, j'avais appris comme ça. Donc, la partie supérieure et postérieure, du coup, c'était le deuxième. Et le corps, donc la partie inférieure, du coup, c'était le troisième arc. Moi, j'avais séparé comme ça. Et ensuite, les grandes cornes de l'os hyoïde, c'est celles qui sont plus en arrière. Forcément, ça va être le troisième aussi. Et le muscle, c'est le stylopharyngien, parce que il est relié un peu à ça. Enfin, essayez de trouver votre logique. Je ne vais pas essayer d'imposer la mienne, mais voilà. Le nerf glossopharyngien, parce que forcément, il va innerver tout ce qui est tous les cartilages du larynx et tout. Et c'est pour ça qu'après, dans le quatrième, ça va être le nerf laryngé, parce que ça va être strictement celui du larynx qui vient du nerf vague. Voilà, du coup, quatrième arc aortique. Donc, troisième arc aortique, c'est pour le troisième arc pharyngé. Quatrième, c'est pour le quatrième. Et le sixième. Il ne faut pas oublier que le cinquième arc aortique, le cinquième arc pharyngé, il va subir une apoptose et il ne va pas voir le jour. Donc, c'est que le sixième. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 6. À ne pas confondre. Donc, ça, c'est une question type. Il peut vous mettre, il existe le cinquième arc pharyngé. Non, c'est faux. Il y a le sixième et le quatrième. Et après, du coup, voilà, je ne vais pas vous les lire, hein, mais par exemple, pour le sixième, bon, il n'a pas de nom spécifique à lui, mais vous voyez que c'est tous les cartilages du larynx, donc thyroïde, cricoïde, cuniforme et corniculé, ils sont tous ensemble, donc c'est facile à apprendre. Et le muscle, ça va être intrinsèque du larynx. Pourquoi? Parce que ça, c'est les muscles qui vont être liés à ces cartilages-là. Alors que après les extrinsèques du larynx, ça ne va pas être ces cartilages-là auxquels ils vont être liés. Donc c'est un peu ça. Pour les poches pharyngées, c'est un peu pareil. Hein. Première poche pharyngée, c'est tout ce qui est en rapport avec l'oreille, cavité tympanique, future oreille moyenne, canal pharyngo-tympanique et la trompe auditive, donc la trompe d'Eustache qui est reliée avec la cavité nasale. Même idée. Deuxième poche, c'est tout ce qui est un peu. Pour moi, c'était un peu les glandes. Donc, pour moi, c'était la tonsil, les ganglions lymphatiques, la loge amygdalienne. Pour moi, c'est un peu pareil. Les amygdales et les tonsilles, c'est quasiment pareil. Donc, c'est un synonyme d'une certaine manière. Troisième poche, c'est un peu les glandes, mais qui sont dans un étage inférieur. Donc, on a le thymus, on a les thyroïdes, les glandes thyroïdes et les parathyroïdes. Donc, c'était un peu comme ça que je les avais appris. Poche 4, pareil, glande parathyroïde, mais supérieure. Donc, ça, c'est compliqué parce que lui, il va s'atrophier. En gros, il va pas exister
la poche, elle va toute partir, sauf je réponds juste après, sauf les glandes parathyroïdes supérieures. Et la poche 5, bah, du coup, c'est un diverticule. Du coup, il n'y a rien. Il y a juste le corps ultimo-branchial. C'est une sorte de récessus qui va rester. Il va juste donner les cellules C ou parafolliculaires, mais en soi, il ne sert absolument à rien. C'est juste un truc embryonnaire qui va rester. Donc, j'ai juste une question concernant le stade cartilagineux, car parfois il nous pose la question en QCM, c'est pour savoir que chaque arc il a une étape cartilagineuse et souvent je réponds mal. Donc c'est une Ah oui, mais l'ossification endochondrale, c'est le cours d'après. En gros, oui, il y a une ossification endochondrale. Ouais. En gros, si on passe toujours par un stade cartilagineux. Si vous regardez un fœtus avec une échographie, il n'y a pas d'os. Et c'est ça qui va vous expliquer dans le cours de kiné, dans le cours de la croissance du rachis et tout, bah, les membres inférieurs, bah, l'âge osseux, c'est pas pareil que l'âge civil. Pourquoi? Parce que bah, les os, ils vont s'ossifier plus tard. Et en fait, tout est cartilagineux, tout, sauf petit à petit, bah, ça va devenir des os. Et c'est pour ça qu'on a les noyaux osseux. Donc le noyau osseux, le premier noyau osseux qu'on a, bah, c'est le noyau du fémur. Et du coup, forcément, bah, du coup, on a une ossification endochondrale qui va avoir lieu petit à petit. Donc, je sais pas si c'est la question, en fait, j'ai pas compris la question. Il y avait écrit sur le diapo avant les cartilages du... Dis-moi, Maëlys, c'est quoi exactement la question, parce que je n'ai pas trop compris. Les cartilages du larynx. Attends, tu peux voir avec moi la question? J'ai pas compris. Donc, les cartilages du larynx, c'est écrit dans le diapo. Attends, je vais Alors, regarder juste le pour diapo d'un. Maïlis, je crois que oui, pour l'arc 1, il passe pas par un stade de cartilage. Et je crois que c'est un piège, ça, en plus. Mais De c'est me parce qu'il y a, souvenir, ouais. ouais, parce C'est qu'il y a ça le que tu cartilage de demandes? Meckel. Il y a le Oui, cartilage voilà. de Meckel, en fait. Après, pour une défense en fonction de l'arc... Ah oui, bah, l'arc 1, non. Ça, je sais que l'arc 1, non. Mm. Donc, c'est ça la question? Si l'arc 1, oui ou non? Et Rexou, c'est quoi? Les cartilages de larynx pour le quatrième arc? Il y Ouais, a le écrit quatrième arc. thyroïde? Cricoïde? Cartilage thyroïde, ouais. Dans le sixième. Thyroïde et cricoïde. Donc, pour le quatrième arc, on parle que de l'épiglotique. Ah, ok, j'ai compris. Oh, elle était très simple la question en fait. Je sais pas Ah, pourquoi j'ai ouais, moi des. aussi, je Ouais. bug là. Donc cartilage de larynx, oui, c'est pas les cartilages. Ouais, il n'y a pas eux. Enfin, en fait, il va jamais vous Ah, tout le demander la larynx, différence, ok, hein. ouais. Mais je pense que c'est les cartilages, les autres cartilages, c'est les cartilages éphémères. Enfin, ils sont pas là chez tout le monde. Les autres cartilages en bas qu'on ignore. Dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de cartilages que ça, hein. C'est juste ça, c'est les principaux à connaître. Mais il y en a beaucoup de. Bah, il y a les cartilages, tu sais, ceux de la voix là, comment ça s'appelle? Ah, Mes cordes vocales, ouais, qui non, tiennent ouais, mes mais cordes vocales c'est derrière. arythénoïdes. Bah, les Ah oui, il a cartilages dit, ouais. arythénoïdes, bon, voilà, il a dit. Les cartilages Enfant, ouais, voilà. fonctionnement. En fait, il va pas vous demander ce que c'est, parce que c'est pas à toi de l'apprendre, c'est au prof d'anatomie de te l'apprendre, c'est pas lui. Mais s'il te dit les cartilages du larynx dans le quatrième, c'est vrai. Il va pas te dire, il va jamais te dire le cartilage cricoïde pour le quatrième, et il va te le dire faux. Au contraire, il va te dire. Bah, en fait, il n'a pas le droit parce que ça fait partie du cartilage de larynx. Mais c'est sûr que là, c'est juste spécifié. Donc, s'il dit sixième, c'est Ok. vrai aussi. Du coup, oui. Oui. Sixième arc, cartilage du larynx, oui. Parce que bah, du coup, cricoïde, cuneiforme, tout ça, c'est des cartilages du larynx. Ouais. Après, moi, j'ai vraiment juste copié-collé les éléments du cours. Donc, il ne peut pas contredire le cours. Ça va être trop chiant pour lui et je pense qu'il a vraiment la flemme de faire ça. Sur le premier arc, par exemple, ils disent qu'il n'y a pas de stade cartilagineux. Ouais. Ah, bah ça, on a déjà répondu. Dis-moi, Maëlys, si c'est clair quand elle a Elle veut expliqué savoir si on Myriam. a d'autres, c'est ça? Ben, il me semble, non, il n'y a que l'arc 1, non? Où on passe pas par un stade de... comme ça. Bah, en vrai, vu quel cartilage de Cartilage de Meckel, Meckel, ouais, ouais. c'est tout. De Reichert, c'est autre chose. En fait, Meckel, on va l'expliquer juste après, mais c'est juste, en gros, le cartilage de Meckel, c'est un cartilage qui va. En gros, ça va servir de tuteur. En gros, c'est Ouais. une base sur laquelle tout va se baser pour pouvoir se construire. C'est comme les Oui, du coup, les bougies. autres arcs qui passent par ce stade. C'est Pour moi, vraiment oui. l'arc Pour 1 moi, que oui. non. Il n'y a que le 1 qui passe pas. Mais il faut pas oublier le cartilage de Michael. Parce que lui, c'est sûr que c'est compliqué, hein, la morpho. En fait, la Ah, morpho, c'est juste ouais. que il vous Tout est dit des lié, en trucs, fait, c'est pour tout ça. est lié de un Ouais. et de 2 il vous dit des trucs sans avoir de background derrière, et du coup, c'est impossible à comprendre. En fait, il vous dit, ouais, le cartilage, il est pas, genre, il n'a pas une ossification endochondrale. Déjà, vous savez pas ce que ça veut dire ossification endochondrale, il faut juste apprendre maintenant que ça oui, ça non. Mais
Franchement, dommage. Donc, poche 1, bon, ça va, c'est clair. Et les sillons, alors les sillons, c'était ma partie préférée parce qu'il n'y a rien à savoir dessus. Il faut juste savoir qu'il y a tout qui disparaît sauf le premier. Et il va juste donner l'épithélium du conduit auditif externe. En fait, les sillons, on avait dit que c'était tout ce qui est ectodermique. Tout ce qui est ectodermique, c'est la peau. Et du coup, épithélium, ça veut dire peau. Et conduit auditif externe, donc ça veut dire c'est toute la peau là. Quand vous mettez le doigt dans l'oreille, parce que tout ce qui est autour, ça vient des sillons pharyngés. Donc, il y aura une partie de la membrane tympanique. Logiquement, ça, il ne faut pas le savoir. Mais logiquement, c'est quelle partie de la membrane tympanique? Extérieure ou dedans? Bah, forcément, c'est celle qui est à l'extérieur. Pourquoi? Bah, parce que ça fait partie de la peau. Et la partie de dedans, bah, elle va être créée par tout ce qui va donner l'oreille moyenne. Donc, tout ce qui est oreille externe, c'est donné par ce sillon. Et tout ce qui est oreille moyenne, regardez le cours de l'oreille. Ça va expliquer un peu. En fait, essayez de faire des liens, sans forcément trop faire des liens, parce que les profs, ils s'aiment pas beaucoup, mais essayez de quand même voir une certaine logique. Donc, le tympan, il a deux feuillets. Donc, feuillet externe, bah, il vient de ça, tout ce qui est ectodermique. Et feuillet interne, bah, ça va être tout ce qui est mésodermique. En fait, j'adore la logique derrière. En vrai, c'est juste que c'est très dur de l'expliquer. Les profs, ils sont horribles à ne pas vous l'expliquer d'une manière jolie. Donc, deuxième, troisième sillon, bah, voilà, ils sont recouverts par le deuxième arc. Deuxième arc, il va se mettre par-dessus, du coup, ils vont disparaître. Et c'est pour ça que lors de la flexion cervicale, en gros, c'est quand c'est le premier mot qu'ils vous disent dans le cours, c'est que bah, quand l'embryon il fait 5 mm, bah, il est tout droit. Mais avec les jours, donc jour 26, il me semble, c'est le troisième arc. Troisième arc, c'est jour 24, c'est le quatrième jour 26. Non, ouais, voilà, troisième arc, c'est le jour 26, si. Voilà, et du coup, dès qu'il va faire ça, il va commencer à se recourber. Recourber. Bah, quand il va se recourber, bah, le deuxième arc, il va se mettre sur tous les autres sillons, et du coup, ils vont plus exister. C'est pour ça qu'ils vont tous disparaître. Et aussi parce que, juste pour votre culture générale, l'apprenez pas, mais c'est joli à savoir que ces sillons-là, c'est tout ce qui va donner, vous savez, les petits trucs là chez les poissons. Bah, nous, vu qu'on n'en a pas besoin, bah, du coup, ça disparaît. Voilà. Hein? Les branches. Ouais, les branches. Sur un QCM, si le quatrième arc, c'est marqué qu'il arrive à J30, c'est juste, bah, c'est faux. Parce que c'est le quatrième, c'est à J29 et J30, c'est le sixième. Je vais voir si je connais assez bien mon cours. Et ouais, quatrième J29, sixième J30. C'est important de connaître les dates et tout ça. Même les à dates, un jour près, genre toujours quand il y a des valeurs, on vous dit ouais, une valeur près, c'est pas grave. Non, là c'est un jour près, c'est très grave parce que l'embryon, il va vraiment changer de. Ça va devenir une nouvelle personne. Donc, ça c'est toi qui fais cette partie? Ouais. Allez, vas-y. Ok, bon, du coup, là, on passe au troisième cours. Pareil, c'est un lien avec les deux cours d'avant. Bon, ok, ils disent que c'est juste, mais moi, je trouvais ça faux. Ah bon? Sur Medibox? Medibox, je sais pas, mais nous, En fait, sur ça dépend des Vitamine... années. Ça dépend des années. Ouais, je pense qu'il a changé d'année Ouais. en année. Mais bon. Après... Il y a une année où c'était 26, il y a une année c'était 30. Et moi, il me semble que mon année, en gros, en passe, j'avais appris une valeur et l'année d'après, c'était une autre valeur. Donc, regardez cette année comment il a dit sur sa vidéo. Ok, bon, du coup, pour ce cours, parce que les QCM de passe, c'était pas les mêmes valeurs. Ouais, c'est ça. D'année en année, c'est pas pareil. Ok, bon, de toute façon, retenez ce que nous, pour les LAS, on dit. Hein. Et à tout moment, pour les passes, il leur donne une valeur et pour vous, il vous donne une autre valeur. Vraiment, ce mec. Allez. Alors, pour la mise en place de... Ne vous inquiétez pas, nous, pour les LAS, c'est les vidéos qui font foi. Donc, regardez ce qu'il dit dans la vidéo, sur le diapo, et c'est bon. Après, les passes, parce qu'en fait, c'est en réel, genre, il est dans l'amphi, peut-être que il dit 30 ou il dit 29, mais bon, nous, là, c'est vraiment les vidéos qui priment. Enfin bon, voilà. Du coup, mise en place de la face et de la cavité buccale. Donc, pareil, là aussi, il y a beaucoup de dates, par exemple, jour 29, jour 26, bref, etc. Donc, pour ce cours, je vais plutôt faire un truc interactif. Je vais pas refaire le cours, mais à la fin, je vous ai fait un tableau avec toutes les semaines qui met toutes les formations. Du coup, alors, donc la mise en place de la face et de la cavité buccale. Donc, ça commence à la 4e semaine de développement, mais elle est mise en place au 2e mois de développement. Donc, elle commence à la 4e semaine,
Mais là où elle est vraiment mise en place, c'est au 2e mois de développement. Donc là, on dit que c'est entre la 4e et la 10e semaine de développement chez l'homme. Aussi, donc, c'est un lien avec le cours que Yasmine elle vient de vous expliquer. Donc, c'est indissociable de la formation des arcs pharyngés. Vous les avez vus donc, avec tous les cartilages, etc. Et aussi donc, par la colonisation des cellules, enfin, des crêtes neurales, quoi. Des cellules par les crêtes neurales. Donc, ça, c'est grosso modo, voilà quoi. Et là, on va répondre aux questions ensemble. Comme ça, au moins, je vois si vous avez des bribes de souvenirs. Ça, c'est vraiment genre les questions principales que j'ai regroupées dans le cours pour que, voilà, je vois s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Donc, on commence par la première. Est-ce que j'ai fait au fur et à mesure? Ouais. Donc, fusion de combien et de quel bourgeon pour donner la face et quand? On s'en fout si vous vous trompez, essayez juste de participer. Comme ça, au moins, vraiment, genre, ça rentre en tête. Donc, 5. Léna me dit 5, ouais. Je regarde si les autres. Donc, bourgeon frontal, nasal, maxillaire et mandibulaire. Donc, la face, elle est mise. Ah, purée. Donc, bon, t'as répondu pour le premier, ok. Mickey a la réponse. Du coup, ouais, Mickey a la réponse. Donc, la face, elle est mise en place au cours du 2e mois. Parce que, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, elle commence à la 4e semaine, mais elle n'est pas mise en place à la 4e semaine. Et oui, donc c'est la fusion de 5 bourgeons. Donc, le bourgeon frontal, qui est unique. Donc, il faut faire gaffe, même si on l'appelle frontonasal, il est unique. Et les 2 bourgeons maxillaires, est-ce que tu m'avais dit mandibulaire? Non, il n'y a pas. C'est vraiment 2 bourgeons maxillaires qui sont symétriques et latéraux. Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour la première question. Ah si, bourgeon mandibulaire, c'est juste moi qui ne connais pas le cours. Vous m'excuserez, je ne suis pas calée trop morpho. Donc voilà. Ça, c'est important d'apprendre. Je crois que ça tombe beaucoup ça en QCM, De quoi? les bourgeons, etc. Oui. Sur la face. Oui. Donc ça, voilà. Mais vraiment, le cours que je vous ai fait là, c'est vraiment ce qui tombe beaucoup. Et vraiment le principal à savoir, quoi. Ah, juste, il me semble qu'il y avait une question, moi, c'est tout bête, hein, mais si vous mettez les bourgeons frontaux, Ouais. c'est faux. Parce qu'il y en a un seul, vous avez un seul front. Alors que vu qu'il y en a 2 maxillaires et 2 mandibulaires, bah, vous dites les bourgeons frontaux, ça passe très easy à lire, mais c'est faux. Il y en a un seul. Alors du coup, de quoi dérive le palais primaire? Ah voilà. J'attends. Là, c'est Will Smith qui va lire. Ouais, c'est méchant, mais en fait, Gobert, des fois, il veut qu'on soit précis sur des notions un peu bêtes. Du Ouais. coup, Genre, sur voilà les quoi. détails qui sont pas Ouais, importants, il se fixe dessus. Mais après, au moins, tu vois que c'est pas dur. Faut juste être ouais. pointilleux, en fait. Alors du coup, de quoi dérive le palais primaire? Enfin, qu'est-ce qui constitue le palais primaire? Personne? Est-ce que je mets la réponse? Maxillaire. Ok. Et quoi d'autre? Attends. Bon, du coup, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Donc, du bourgeon frontonasal via les bourgeons nasaux médiaux ou internes et aussi le processus intermaxillaire. Donc, ça, c'est important de savoir de quoi dérive le palais primaire. En gros, qu'est-ce qu'il constitue. Donc, vous retenez le bourgeon frontonasal et le processus intermaxillaire qui donne le palais primaire. Et en gros, le palais primaire, c'est ce qui. Le plancher de la cavité nasale, il est limité par le palais primaire. Ensuite, de quoi dérive le palais secondaire? Palais secondaire aussi important. Donc, je vous laisse pareil répondre. Maxillaire et un autre truc. Je vous laisse encore 5 secondes et je mets la réponse. Ok. Donc, le premier arc pharyngé, donc celui que Yasmine vous a expliqué tout à l'heure, et les bourgeons maxillaires. Donc, oui, Maëlys, tu avais raison. Donc, il y avait les bourgeons maxillaires et aussi le premier arc pharyngé. Donc, voilà. Et ensuite, ça c'est important aussi, c'est quoi les étapes de la formation du palais secondaire? J'ai mis palais secondaire, mais je crois que c'est palais tout court.
Du coup, je crois que c'est une erreur là. Alors, dans l'ordre, c'est quoi les étapes? C'est important de savoir comment elles se font, les étapes. Ça, je vais essayer de l'expliquer. Donc, la première étape, c'est quoi? Élévation, adhésion. Donc, ouais, première étape, ça va être élévation. En gros, c'est les bourgeons palatins, je crois que c'est ça, ouais, les bourgeons palatins, qui vont commencer à se développer de chaque côté de la langue. Et en fait, ils vont devenir horizontaux et ils vont se rapprocher jusqu'à se rencontrer sur une ligne médiane du palais. Donc ça, c'est l'élévation. Première étape. Ensuite, juxtaposition. Pareil, c'est avec l'élévation. Donc, ils vont essayer de se mettre de façon horizontale, se rencontrer sur la ligne médiane. Ensuite, on va avoir l'adhésion. Donc, une fois que les bourgeons palatins ils vont être en contact, leur épithélium, ils vont se coller et ça va former une zone de jonction. Je ne sais pas si vous vous rappelez du nom de cette zone ou pas. Non? Je vois que MES, ouais, épithélium médian de jonction. Donc, ça, c'est l'adhésion. Ensuite, il va y avoir une fusion. Donc, en gros, les cellules de cet épithélium, ils vont se disperser et donc disparaître pour laisser place à quelque chose de mésenchymateux des deux côtés. En fait, cette fusion, elle est importante, elle est nécessaire pour créer un bon palais parce que sinon, si le palais, ben, il fusionne pas bien, qu'est-ce que ça donne si ça fusionne pas bien? C'est assez connu. Fente labiale, ouais, fente palatine. Et est-ce que quelqu'un peut me dire les trois fonctions majeures du palais, qui pareil aussi sont à apprendre? Après, il y a quoi ça? Ouais, après, il y a ça. Genre, le palais, il sert à quoi finalement? Alimentation, succion, déglutition et phonation. Exactement, ouais, voilà. Donc ça, c'est à peu près un résumé du cours, ce qui est important à retenir, quel bourgeon donne quoi, les étapes pour la formation du palais. J'ai mis palais secondaire, mais je le répète, c'est vraiment palais tout court. Donc voilà. Et là, en fait, je vous ai fait un tableau parce qu'en fait, c'est hyper important de connaître les semaines parce qu'on peut vous faire des pièges sur ça. Donc, par exemple, semaine 3 en mise en place des zones d'accolement ectoderme, endoderme, membrane bucco-pharyngée. Semaine 4 bon, je ne vais pas tout lire, mais voilà quoi. Et ce tableau, au moins, vous pouvez l'utiliser pour réviser. Semaine 12 fusion complète du palais secondaire. Ah, donc c'est bien palais secondaire. Ok, d'accord. En fait, c'est le palais tout court qui finit sa formation à la semaine 12. Du coup, voilà. Donc, semaine 6 imagination des plaques nasales, semaine 7 etc. Je sais que moi, l'année dernière, je galérais, je confondais les semaines, mais j'avais pas eu l'idée de faire un tableau comme ça. Du coup, au moins, je vous le laisse. Et voilà. Je crois qu'après ça, formation du squelette crânio-facial. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Après, je le répète, je suis pas hyper calée, mais ou c'est bon. Ok. Donc pour les NAS, c'est bon, pour les autres aussi. Ok. Formation du squelette crânio-facial, c'est toi ça? C'est bon, ouais. Je crois, ouais. Ok. Squelette Bah, crânio-facial. Ouais, c'est continuité. Ouais. normalement, c'est juste après. Ok. Alors, bon, ce cours en vrai, juste il va vous expliquer comment il est formé le crâne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses à connaître. Le cours, il est assez court et il n'y a pas beaucoup de notions. En fait, il faut juste comprendre qu'il y a deux éléments. Donc, il y a le crâne et la face. Ok. Donc, le crâne, euh, du coup, qu'on appelle le neurocrâne, parce que c'est le crâne qui va donner tout ce qui est cerveau, éléments nerveux, etc., qui est lui découpé en deux morceaux, ça on va voir juste après. Et la face, du coup, c'est le viscérocrâne, ce qui va donner les viscères, si on peut dire ça. Donc, les os de la face, donc on a parlé de la mâchoire, les fosses nasales, etc. Donc, c'est tout ce qui est dérivé des crêtes neurales. Mais le neurocrâne, donc, il est divisé en deux parties. Donc, on a la calvaria, donc la voûte du crâne,
C'est ce que vous avez vu en anat. Hein. Et la base du crâne, donc c'est ce qui est le chondrocrâne, qu'on appelle le neurocrâne cartilagineux. Posez pas de questions. Donc cartilagineux, et qui va être la base du crâne. Donc lui, il a une origine qui est différente, donc c'est une origine mésodermique. C'est pour ça qu'on dit que l'occipital, il dérive pas des crêtes neurales, ou genre la partie postérieure du sphénoïde ne dérive pas, parce que c'est tout. Enfin, si vous visualisez un crâne vu de en bas, bah, là, on a le foramen magnum, bah, tout l'occipital. Je sais pas si vous voyez en vrai. C'est pas... Ah, mais attends, nous, on ne voit pas en fait. Mais oui, je crois que depuis tout à l'heure, non. Oh, vous ne voyez pas depuis tout à l'heure? Pourquoi vous n'avez pas dit? Ouais, en fait, je Pourquoi vous avez m'étais pas dit, dit? mais. Moi, je montrais des trucs avec. Mais quoi? Mais moi, je montrais des trucs avec les mots. Oh non, vous avez pas vu mes simulations Mais incroyables? ouais. Moi, ça fait depuis tout à l'heure que je simulais et je faisais des trucs. Oh non. Ok, bah dommage. Ok. Non, là, du coup, cette caméra, non. Du coup, c'est celle-là maintenant. Et ouais. Et ouais. Bon, bah, écoute, on regarde là maintenant. Ah. Bah, vous avez raté les explications de Ouais, vous Yasmine. avez Hein. raté mes explications. C'est pas du coup, bref, du coup, on a le viscérocrâne et le neurocrâne. Donc, viscérocrâne, c'est ce qui est la face, et le neurocrâne, ça va être ce qui est le crâne, enfin, la calvaria. Mais pas que, parce qu'on a la calvaria, du coup, la voûte, mais aussi on a la base du crâne. Du coup, comme je disais, du coup, ça, c'est la base du crâne qu'on voit en face. Et du coup, vous avez bah, l'os occipital avec le foramen magnum. Et ensuite, vous avez là le sphénoïde avec tout ce qui est la cellule surcique et tout, et du coup, tout ce qui est en dessous. Donc, toute cette partie-là, vu qu'elle ne dérive pas des cellules des crêtes neurales, ça a une origine différente, et c'est pour ça qu'on peut différencier les deux éléments. Du coup, donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux. Lui va vous poser des questions majoritairement sur viscérocrâne et neurocrâne. Donc, neurocrâne cartilagineux, pas trop, plutôt membraneux, c'est parce que ça dérive des crêtes neurales. Donc, c'est pour ça que, enfin, il aime bien cet aspect-là. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, la croissance, elle est différente que les autres os, en fait, les autres os. En gros, vous avez une croissance qui s'appelle appositionnelle. Donc, en gros, c'est une croissance qui, en gros, les os, enfin, les cartilages, ils sont présents. Et ensuite, ça va commencer à s'ossifier de cette manière-là. Donc, ça s'appelle centrifuge. Maintenant, centrifuge, c'est comme ça. Centripète. Donc, ça va être centripète au début. Donc, ça va aller vers le centre. Et ensuite, une fois que ça va aller vers le milieu et qu'il va commencer à avoir la suture métopique du milieu. Donc, les sutures, vous les connaissez, c'est la suture lambdoïde. Ça va être la bregma, la lambda. Donc, ça, vous savez, la suture métopique, c'est au milieu. Donc, ça, vous les connaissez. Pas besoin de les revoir, je pense. Donc, si vous avez besoin, je réexplique, mais normalement, c'est clair. Donc les os, ils vont venir de cette manière-là. Et une fois que la suture, elle va être présente au milieu, bah, du coup, il y aura une croissance qui va être enfin, plutôt vers l'arrière. Donc ça s'appelle centrifuge. Ça va faire comme ça et plutôt croître de cette manière-là. Et au milieu, on l'appelle le périoste. Parce que bah, c'est la partie de l'os qui va croître. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc il y aura un contact entre les deux berges osseuses et du coup une ossification de la suture. Donc la suture qui, chez l'enfant, elle est là. Vous pouvez me donner les dates de la bregma et de la lambda. Normalement, vous devez les connaître de vos cours d'anat. Si vous pouvez me les mettre dans le chat, en vrai, c'est bien. Et puis ça tombe souvent, ça en plus. Ça tombe très souvent. En anat, en morpho, ça, voilà. 18 pour la bregma et 2 mois pour la lambda. Donc voilà, après, bon, il y a une notion qu'il me semble que j'ai pas mis sur le diapo, mais qui est dans le cours. Ah bah si, elle est là. Voilà, du coup, on a la suture sagittale qui va délimiter l'axe antéro-postérieur. Donc sagittale, ça veut dire des côtés. Mais aussi à la suture lambdoïde, du coup, c'est celle qui va séparer, c'est la lettre lambda, la lettre grecque lambda. Donc la lettre lambda, du coup, qui va séparer le postérieur et de l'antérieur. Donc, on va séparer les os pariétaux et l'occipital. Donc ça, c'est simple. Mais aussi, il y a la notion de la croissance impositionnelle. Donc ça, il faut bien comprendre comment ça marche. En fait, la croissance, elle se fait comment? En fait, il y a, comme vous avez vu ici, il y a des os. En fait, l'os, il est comme ça. Donc, il y a des cellules osseuses, donc les ostéoblastes, qui vont créer de la matière. Et d'un autre côté, donc ça, c'est de ce côté-là. Et de ce côté-là, bah, on a les ostéoclastes qui vont enlever de la matière. Et en fait, c'est comme ça qu'on va avoir les ostéoblastes qui vont créer une couche ici, et ensuite une couche qui va être enlevée. Ensuite, une couche, elle est créée,
et une couche qui est enlevée. Et c'est comme ça qu'on va voir l'os qui va augmenter en taille et diminuer en taille de même manière. Et c'est comme ça que l'os, bah, il va pouvoir entourer le cerveau. Et c'est comme ça qu'il va bah, créer la voûte crânienne et du coup bah, devenir de plus en plus gros en fonction de l'embryon. Et bon, déjà ça, et en plus, on a la pression intérieure qui va pousser vers l'extérieur. Mais ça, c'est très important de comprendre que les ostéoblastes, donc ça va être sous le périoste, donc en bas, qui va sécréter de la matière, de la matrice osseuse, donc sur la surface externe, donc dehors, tandis que les ostéoclastes, ils sont à la surface interne de l'os, et du coup, eux, ils vont résorber l'os, donc ils vont enlever de la matière. Pour moi, c'était le moyen mnémotechnique, bon, il n'est pas très, voilà, mais c'est ostéoclastes, ils vont casser à peu près. Donc, autre notion à savoir, c'est symphibrose. Bon, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais en gros, la voûte crânienne, bah, en gros, elle va avoir une sorte de matière qui va être créée, et ça, on appelle ça la symphibrose. Après, je pense pas qu'il va poser beaucoup de questions là-dessus parce qu'il l'évoque vite fait dans son cours, mais bon, si vous pouvez comprendre, c'est mieux. Développement du chondrocrâne, pardon. Donc, moi, je ne vous vois toujours pas. Oh non. Bon. Et maintenant? Pourquoi il te voit pas? Bah, elle m'a dit qu'elle ne voit pas. Peut-être qu'on aurait dû mettre la caméra ici, voilà, non? Ah, mais du coup, on va nous voir. Ah, bon, attends. Je remets. Et là, vous voyez, ouais, elle a dit Là, c'est vous bon, là. voyez? Mais du coup, c'est plus loin. Et tu te vois là, ouais. Ouais. Là, vous voyez un peu? Regarde là. Ok, là, c'est... Non, je suis deg parce qu'on a raté tout le début. C'est pas grave. En vrai, l'explication a été assez claire. Donc, du coup, quatrième semaine, du coup, on a le mésenchyme. Le mésenchyme, c'est quoi? En gros, c'est une sorte de structure qui va être issue du mésoderme paraxial. Donc, le mésoderme paraxial, c'est le mésoderme. Bon, ça, pour les gens qui ont fait SV, vous avez la chance de comprendre. C'est en gros, c'est une partie de. En gros, lors de la neurulation, vous avez bah, différentes structures et chaque structure, elle va donner des dérivés plus tard. Et du coup, bah, c'est une structure qui est présente chez l'embryon qui va après donner, par exemple, enfin, la cavité nasale, etc. Donc, en vrai, c'est pas à connaître. Mais juste, il faut savoir qu'il y a le mésenchyme qui est issu de là et il va se condenser entre le cerveau et l'ectoderme, il me semble. Attends, c'est quoi ça, la phrase se condense entre le cerveau en événement de l'ectoderme? Ok, non. Voilà, il va se condenser entre le cerveau et l'os, et du coup, il va donner tout ce qui est la dure mère, etc. Donc, Ouais. ça va être toutes les couches qui sont entre le cerveau et l'os, et du coup, bah, c'est un peu ça le mésenchyme. Donc, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, je sais pas pourquoi il l'a expliqué de cette manière-là, mais voilà, donc le basio-occipital, c'est la partie basse de l'occipital. Le post-épré-sphénoïde, bah, c'est toujours dans la partie inférieure, hein. Donc, on a le sphénoïde en avant et en arrière. Le mésethmoïde, bon, c'est l'ethmoïde, mais qui est du côté médian. Et le septum nasal, donc ça va être tout ce qui est. C'est le septum nasal, mais aussi il y a enfin, tous les os à partir de l'ethmoïde. Donc, il y a ça s'appelle l'os du nez, le vomer. Oh, je l'ai pas ce mot. Donc, il y a le vomer. Voilà, du coup, ça va être ça. En gros, ça va être la cavité nasale. Tu l'as vu la question où, bah? Euh, Bregma et Lambda? oui, bah, Bregma, c'est 18 et Lambda, c'est 2 mois. En fait, si tu regardes, la Bregma, c'est la grosse. Du coup, c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et Lambda, c'est la petite. En fait, c'est une petite suture comme ça entre tous. C'est pour ça qu'elle va prendre 2 mois. Et je sais pas si tu as des petits cousins ou un enfant qui traîne, mais si tu regardes un enfant qui a 2 ans, enfin 1 an et demi plutôt, si tu lui touches la tête par en haut, c'est mou. En fait, il n'y a pas d'os. Alors que si tu touches les côtés, bah, ça commence à être dur. Oui, c'est les dates de leur fermeture. Oui, de la Ouais. suture. En fait, c'est à quel moment la suture, elle va se fermer. En fait, bah, à quel moment il y aura plus le cerveau, il y aura un os. En fait. Parce que avant ça, du coup, avant 18 mois, tu touches et en fait, tu touches directement le cerveau. Donc en fait, si tu, par exemple, c'est pour ça que c'est si délicat. Si un enfant,
il tombe par terre ou il se met là, il se cogne, bah, il peut très bien se transpercer le cerveau. C'est horrible. Mais Ouais. c'est pour ça que c'est délicat. On leur met des chapeaux. Base du crâne, 5 ondes roses. Alors, voilà. Donc, l'emoji qui pleure, c'est moi qui essaye de me rappeler des cours de l'année dernière. J'ai pas trop compris la différence, mais en gros, la différence entre les 5 fibroses et les 5 ondes roses, ça dépend du type de structure que c'est à la base. Fibrose, bah, c'est fibreux et onde rose, c'est cartilagineux à peu près. Ah, voilà. Donc, c'est une structure fibreuse et cartilagineuse qu'on appelle comme synonyme 5 ondes roses. Donc, c'est pour ça qu'il y en a deux plaques de cartilage qui vont avoir une croissance en miroir. Ça veut dire qu'en gros, elles vont commencer à croître de cette manière-là, donc comme on a vu tout à l'heure. Mais en même temps, le péricontre qui est en dedans, lui aussi, il va croître et créer une sorte de couche autour. Est-ce qu'il va poser des questions aussi détaillées? Je pense pas. Juste apprenez que 5 ondes roses cartilagineux et 5 fibroses fibreux. C'est un peu logique. Voilà. Et oui, et 5 ondes roses, croissance en miroir. Tandis que les autres, c'est croissance appositionnelle. En fait, c'est ça. En fait, il faut juste. Voilà, symphibrose, c'est pour la voûte et c'est appositionnel. Tandis que syncondrose, c'est cartilagineux et c'est croissance en miroir. Et là, on ne voit pas, en fait, c'est perturbant. Voilà. Euh, donc, la mandibule, en gros, la mandibule, comment elle est créée? On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, c'est grâce au cartilage de Meckel. Le cartilage de Meckel, c'est quoi? C'est comme on a dit, ça va être une sorte de tuteur de la mandibule. Donc, ça va être une base sur laquelle il va se mouler l'os et il va commencer à créer, genre il va voir une sorte de base sur laquelle il va pouvoir créer sa forme. Et il va se baser en fonction, voilà, comme le schéma d'en bas. Donc en fonction de la forme du cartilage de Meckel, l'os il va commencer à se créer, il va se tourner autour, il va se mouler un peu. Donc on a deux languettes cartilagineuses qui vont se rejoindre au niveau de la future symphyse mentonnière. Donc ils vont se passer par derrière jusqu'à l'avant et en même temps ils vont aller du côté vers le dedans. C'est comme ça qu'il va se faire. Et c'est comme ça que le corps de la mandibule, du coup le corpus mandibulaire, qui va se former en dehors du cartilage de Meckel. Et après, le cartilage de Meckel, il va disparaître. Donc en gros, le cartilage de Meckel, il est là. L'os de la mandibule, il va se créer tout autour. Et ensuite, il va subir, je sais pas si c'est une apoptose, mais en gros, il va se résorber. Et du coup, on va garder la forme. Donc le cartilage condylien, donc lui, on va aller trouver à son niveau. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire spécifique au cartilage condylien, c'est le condyle ici. Et du coup, c'est pour ça qu'il va donner l'articulation temporomandibulaire. Donc, c'est quand on ouvre la bouche, en fait. Ça, vous le savez déjà des cours d'anat. Odontogénèse, ça, c'est moi aussi qui le fais. Ouais. Non, moi, je fais tout le reste, en fait. Dans Tino, non, c'est bon. Non, mais c'est pareil. Donc, voilà, ça, c'est moi aussi qui veux rentrer chez moi et qui veut arrêter de travailler parce que j'aime pas ce cours. En vrai, il est simple. Il n'est pas très dur. Il n'y a pas beaucoup de choses à savoir là-dessus. Donc, j'ai essayé de regarder encore le cours pour voir s'il y a des notions, mais en fait, tout est un peu là. En fait, il faut savoir les différentes structures. On a des bourgeons qui vont donner des structures et qui vont donner les dents. Donc, tout d'abord, on a l'épithélium maxillaire, donc, qui est formé par la fusion de quatre épithélia. Du coup, on a deux bourgeons nasaux et deux bourgeons maxillaires qui vont être créés ensemble. Donc en fait, ces bourgeons, en fait, si vous regardez le schéma, je vous le montre comme ça un peu. Et si vous regardez ce schéma-là, en fait, c'est des bourgeons qui vont se coller et créer les structures. Et en fait, regardez des vidéos YouTube. Franchement, ça aide beaucoup à voir le développement, comment c'est à la base et comment ça va devenir. Voilà. Donc ça, vous avez compris ou pas, les différents stades? Vous avez le droit de dire non, hein. Moi, j'assume complètement que j'avais pas compris l'année dernière. J'avais juste appris le schéma comme ça. Donc, c'est pour savoir, en fait, c'est juste pour savoir si je dois trop développer ou pas, parce qu'il reste peu de temps. Donc, je préfère axer plus sur les. Vous avez compris, bah, ça va, pour axer plus sur les points que vous n'avez pas compris, les échos et les cours un peu plus compliqués. Du coup, bon, voilà, vous avez le stade de base qui va, grâce à la lame, euh, donc la lame qui va, avec les cellules autour, bah, du coup, elle va créer une sorte de fosse. Les cellules, elles vont se mettre dedans et du coup, bah, ça va créer une sorte de cupule. Et ensuite, on aura une cloche dans laquelle ils vont se créer. Et ensuite, la première lame, du coup, elle va subir une apoptose, tandis que la deuxième lame, elle va persister.
donc la lame secondaire, on dit, elle va persister. Donc voilà, bon, ça si vous voulez screen et les lire après, vu que vous avez à peu près compris. Partie épithéliale, bah, en fait, je vais pas tout lire, hein, mais stade de bourgeon, bah, du coup, oui, vous allez voir les schémas, hein. Chaque élément, voilà, chaque élément, il est différent, il a une structure différente et une origine différente. Et ensuite, c'est avec la résorption de la lame que la dent, elle va être créée. Et pourquoi c'est la deuxième lame qui persiste? Parce que c'est la deuxième lame qui va donner les vraies dents. Donc ça, je l'avais pas trop bien compris l'année dernière. Mais en gros, la première lame, elle donne les dents de lait. Et la deuxième lame, elle va donner les futures dents après. C'est pour ça qu'elle va rester. Tandis que les dents de lait, bah, elles vont être créées chez l'embryon. Et ensuite, bah, du coup, il y aura l'éruption dentaire. Et ensuite, la deuxième lame, bah, c'est celle qui va permettre de créer la deuxième dent. Et du coup, elle va partir après à un âge adulte. Donc, si vous voulez screen comme ça, je ne vais pas le lire. En vrai, c'est pas drôle de lire, mais normalement, vous avez compris. Donc, voilà, c'est le stade de plus jeune. En plus, j'ai mis que des emojis de gens qui se brossent les dents parce que je ne savais pas quoi mettre en rapport. Donc voilà, le sac folliculaire, en gros, c'est les follicules qui vont juste se mettre. Ah oui, la NEP, vous avez compris? C'est pas très dur. Donc c'est bien, c'est toujours présent, c'est toujours là. L'allongement des cellules, donc les cellules qui sont tout d'abord comme ça, après elles vont s'allonger, après elles vont avoir une structure un peu plus. Bah, en fait, vous regardez les schémas du cours, bah, c'est déjà assez clair. Stade de cloche, il y a les nœuds d'émail. Bon, ça, c'est important parce que c'est comme la Gender-Twig, c'est toujours des questions là-dessus. Ouais. Des questions, c'est toujours la même chose. C'est Gender-Twig, il vous demande est-ce que c'est juxtaposé, est-ce que les améloblastes ils viennent là. En fait, il va vous mélanger entre les cours, il va vous dire ouais, les odontoblastes, ils vont donner la Gender-Twig, bah, c'est faux, Ouais. c'est les améloblastes. En fait, il va essayer de vous mixer entre les cours. En question, le NP disparaît au stade de pupillage. Ouais, il me semble que c'est pupillagé. On vérifie quand même. Voilà, voilà. C'est quand, en gros, c'est quand la nef il disparaît, c'est quand le réticulum étoilé il va se créer. Pour moi, c'est pas exactement ça dans la vraie vie, mais pour moi, c'était lui, il disparaissait parce qu'il donnait le réticulum étoilé. C'est pas du tout ça, mais moi, je l'avais juste appris comme ça un peu. Et c'est grâce au desmosome. S'il vous dit hémidesmosome, c'est faux. C'est aussi une question d'antinogénèse. Allez. Ok, bon. C'est l'avant-dernier cours, ça, non? Non, il m'en reste 3. Ça, c'est vraiment les. Attendez, là, on est là. Ça, c'est vraiment les cours Chiant, ouais. que personne aime. Ah ouais, vraiment, ces cours-là, mais après, bon, avec des fiches, je pense que. Je sais pas, c'est Mais dans du le coup, vrai. attends, pour les arcs pharyngés, vous ne voyez pas quand je faisais comme ça sur ma tête et tout? Mais non, je crois Mais non, moi j'ai trop le seum. pas. Ok, dentinogénèse. Alors, dentinogénèse, qu'est-ce que c'est? Ben, on va former la dentine, quoi. Donc, c'est la synthèse et la sécrétion par les endotoblastes de la matrice organique de la dentine, qu'on appelle prédentine. Et donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être le dépôt du minéral sur la prédentine. Il y a écrit les prédentine, mais c'est une erreur. Donc, comme j'ai dit, c'est la formation de la dentine, qui est l'un des 3 tissus minéralisés qui constituent la dent, et donc toujours par les endotoblastes. Alors, qu'est-ce que c'est là? Donc, la dentine, elle est composée de 70% de minéraux. Ici, c'est vraiment des cristaux d'hydroxyapatite carbonatée. 20% de matrice organique, vraiment le collagène de type 1. Ça, c'est important aussi de connaître c'est quoi, par exemple, les minéraux. Donc, la hydroxyapatite, matrice organique, en majorité, c'est quoi? Ben, collagène de type 1. Et aussi 10% d'eau. Et ça occupe dans la dent le volume le plus important. Du coup, là, vous avez l'image pour que vous voyez un peu à peu près. Est-ce que si je bouge là, vous voyez ou pas la flèche? Je pense pas, hein. Ça m'étonnerait. Non? Non, ouais, c'est sur l'ordinateur. Bon, ben... Bref, de toute façon, il y a la légende là où il y a écrit dentine. Aussi, le degré de minéralisation, il est comparable à l'os, mais il est inférieur à celui de l'émail et il est légèrement supérieur à celui du sément. Donc les séments, c'est juste là. Donc ça, c'est à apprendre, donc à retenir sur les caractéristiques de la dentine. Ah, c'est là. Donc la première étape, c'est la différenciation des endotoblastes.
Donc, purée, on voit pas la flèche. Dommage. Je pense que tu peux mettre, tu sais, le truc rouge là. Le pointeur. Ouais, Mais de toute mais façon, plus. l'ordinateur, il voit pas là. Il voit vraiment là. Je crois, hein. Ouais, c'est même pas toi qui partage en plus. Ouais, plus. Euh, Bah, le pointeur. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, il y a le schéma, hein. Vous voyez avec le schéma. Donc, Le schéma, ça ouais. nous aide à comprendre aussi le cours d'avant. En fait, les Ouais. derniers cours, faut Ils sont commencer à tous faire liés, un ouais. peu faut faire des liens entre eux pour mieux visualiser. Donc là, premièrement, il va y avoir un arrêt de la prolifération pour donner les pré-endotoblastes. Donc, en gros, les cellules, elles vont augmenter de taille, elles vont s'accrocher aux fibrilles d'ancrage. Et les pré-endotoblastes, ben, ils doivent se transformer en endotoblastes. Et pour ça, il va y avoir une polarisation. Est-ce que j'ai mis le schéma après? Non, je ne l'ai pas mis sur ce diapo. Mais en gros, il va y avoir une polarisation où en gros, le noyau, il va descendre au niveau du pôle basal. Et au niveau du pôle apical, on va avoir une zone de sécrétion. Aussi, on va avoir une formation de prolongement endotoblastique. C'était les prolongements comme ça. Mhm. Et en gros, quand les premiers endotoblastes ils vont se différencier, on va plus parler de papilles ectomésenchymateuses, mais on va plutôt parler de pulpe dentaire. Et ces prolongements, ils vont contenir des vésicules de sécrétion qui vont sécréter les composants pour la prédentine. Et aussi la toile terminale qui filtre pour laisser passer que ces vésicules. Et par exemple, ne pas laisser passer l'appareil de Golgi ou Golgi, je ne sais pas comment on dit. Golgi. Et aussi d'endocytose. Ensuite, on va avoir une ramification de ces prolongements. En gros, vous voyez les deux cellules qui ont des prolongements, là même on dirait un petit ananas. Et en gros, ces prolongements, ils vont se coller et ça va permettre un réseau communicant. En gros, si une cellule, elle fait quelque chose, l'autre cellule, elle va le savoir vu qu'elle est ramifiée avec l'autre. Donc, ça va faire comme tout un réseau pour bien que la dentine elle se forme de manière uniforme. Et donc, pareil. C'est non, là-bas, c'est une réponse à ta question. Alors là, non. Je crois, je sais pas. Oh, mais tu poses une question. Ah non, c'était pour la flèche, je crois, Ah, si ok. on voyait la flèche. Et du coup, les prolongements, on va avoir, ça va synthétiser les constituants de la prédentine. Donc ça, c'est un peu un résumé de la différenciation des endotoblastes. Il y a plus de détails. Ça, faut vraiment, du coup, apprendre par cœur, peut-être faire des fiches. Mais voilà, donc ça, c'est un peu en général ce qui se passe. Ensuite, donc, il va y avoir la composition, mais aussi la maturation de la matrice dentinaire. Donc, la matrice dentinaire, elle est composée de plusieurs composants, principalement le collagène de type 1, ça, faut vraiment le retenir. Donc, le collagène de type 1 qui prédomine. Il va y avoir aussi d'autres collagènes, le collagène 5, 4, des protéoglycanes, des protéines non collagéniques, facteurs de croissance, protéines sériques. Mais vraiment, ce qu'on retrouve à 85%, ouais, c'était 85, c'est vraiment le collagène de type 1. Donc, il va y avoir deux sites. Bon, là, j'ai pas la souris, je voulais vous montrer, mais il va y avoir deux sites pour la sécrétion des constituants de la prédentine. Il y en a un qui est au bord du prolongement. Il y en a un autre qui va être plutôt à l'extrémité du prolongement. Donc, ça, on le voit, je crois, au niveau du premier schéma. Et donc, au niveau du schéma numéro 2, on voit en fait, vous voyez, là, on a écrit fibres de collagène. On voit les fibres de collagène, comment elles se positionnent. Donc, au niveau des fibrilles d'ancrage, elles vont se mettre de manière parallèle. Et en fait, elles se mettent de manière parallèle pour permettre une certaine cohésion. Alors que d'un autre côté, au niveau des prolongements, ça va être perpendiculaire. Et là, plutôt, ça va permettre une élasticité. Donc, ça, c'est pour le collagène. Et pour le dernier schéma, donc, on voit que les protéoglycanes, donc, qui sont aussi un composant de la matrice dentinaire, il faut qu'elles soient dégradées à proximité du front de minéralisation. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, les protéoglycanes, elles vont empêcher la minéralisation. Sauf que la minéralisation de la matrice, elle est essentielle pour permettre donc, la formation de la dentine. Et donc, elles vont se dégrader. Et ça va permettre une croissance du diamètre des fibres de collagène. Donc ça, c'est vraiment un résumé, mais vraiment compacté de la composition et de la maturation de la matrice dentinaire. Juste, je rajoute que les siblings, c'est bien quand même de les apprendre. Je Ouais, les ai les pas mis là, siblings, faut les apprendre, ouais. parce que ça va être trop long et puis voilà, quoi, c'est pas la meilleure partie du cours. Je pense que je les ai Et, développés, moi, après. ah ouais, bon, Je suis ça pas va. sûre, mais... Du coup, les siblings, c'est bien de les apprendre.
Je sais que c'est chiant, surtout les noms et tout ça. Mais voilà. Ensuite, dernière partie, minéralisation de la matrice dentinaire. Au début, c'est dans les fibres de collagène grâce à la DDP, qui est donc une protéine acide. Le minéral principal, je l'ai dit au début, donc c'est l'hydroxyapatite carbonatée. Et en fait, cette hydroxyapatite carbonatée, elle nécessite beaucoup de calcium, mais aussi de phosphate. Là, sur le schéma, on voit que le calcium, dommage, vraiment, j'ai pas la souris, mais il vient des capillaires qui sont situés sous les endotoblastes. Et comme les jonctions entre les endotoblastes, ils laissent pas bien passer le calcium, ben, il doit traverser le cytoplasme. Donc, il va traverser le cytoplasme. Et en fait, ce transport actif va permettre à la cellule de contrôler combien il y a de calcium qui arrive pour en fait bien l'associer au phosphate. Et donc, pareil, s'il y a trop de calcium qui est libre dans la cellule, ça peut perturber le phénomène de minéralisation. Ensuite, on va avoir aussi une entrée du calcium au niveau du pôle basal, soit par les vésicules endocytoses ou alors par les canaux calcium, les canaux calcium. Et en gros, là, le calcium, il va se lier à des protéines de liaison qu'on appelle CABP, ouais, ou alors à des annexines. Et donc là, pareil, il va rentrer, puis il va essayer de sortir. Et là, le calcium, il va avoir deux choix. Donc, soit sortir entre les fibrilles d'ancrage, ou alors sortir autour des prolongements. Et là, donc, ça va faire le front de minéralisation, une dentine qui va être formée donc, autour des prolongements endotoblastiques. Et la prédentine, ça devient la dentine. Et voilà quoi. Donc ça, c'est à peu près tout. C'est quand même plus complet dans le cours. Ça, pareil, le schéma, ça aide beaucoup à visualiser. Du coup, voilà. Ensuite, ça, c'est pour vous montrer donc, en radio comment on voit la dentine. Donc là, pareil, j'ai pas la souris, mais je pense que vous voyez bien la dentine là où on la voit en radio, vu qu'elle est radio opaque. Et on finit avec des questions pour voir. C'est vraiment des questions de base, hein. C'est juste pour avoir une notion globale sur la dentinogénèse, qui est un cours assez long, je crois 18 pages. Du coup, voilà quoi. Alors, on répond tous ensemble, s'il vous plaît. Alors, attendez. On dirait Dora l'exploratrice. Quelle cellule... Putain, je fais que des fautes. Qu'est-ce que c'est pas... Non, en fait, non. Quelle cellule est responsable de la dentinogénèse? En autoblast. Nickel. Ok, on passe à la deuxième question. Quel est le principal composant organique? Ça, je l'ai répété 1000 fois. Collagène type 1. Ouais. Les collagènes, il faut savoir les différencier. Ouais. Que devient la prédentine? Bon. Franchement, j'étais sympa sur les questions. Ouais. Dentine. Oh non! Tu sais, en vrai, que devient la prédentine? Moi, j'aurais stressé, j'aurais mis un truc hors Ouais, sujet. je suis sûre que ouais, au jour du concours, ouais, on sait plus. Qu'est-ce que le DDP? Bah, j'ai mis la question, je sais pas pourquoi. Protéine acide qui initie la minéralisation. Ça aussi, il faut les apprendre. DDP, je crois il y avait DSP, enfin, je sais plus. Ah non, mais dommage, on voit les réponses. Donc, à quoi sert la toile terminale? Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à filtrer les organites, donc ça laisse passer les vésicules, etc. Pas l'appareil de Golgi, par exemple. Et ça forme aussi la polarité. Donc, c'est la fin du cours d'antinogénèse. C'est vraiment un résumé, vraiment un très gros résumé, mais vraiment apprenez quand même les détails, on ne sait jamais, surtout avec Gobert. Mais voilà quoi. C'est des cours, il faut passer un certain temps. Faites pas un pass, hein. Et puis voilà quoi. Et après, je crois que le prochain cours, c'est amélogénèse. Nickel, hein. Alors, c'est un cours que... Je crois qu'il est long, amélogénèse en plus, non? Mais en fait, il est long et... Ouais, il est dur à comprendre parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les différents... Ouais. C'est quel coef cette belle matière? Il me semble que tout est pareil, hein. Tout est les mêmes coefficients. Bah, en fait, le coef, par exemple, C'est le nombre de SHS, questions, en fait. ouais, c'est ça. En C'est un gros, nombre de questions, ouais. vous avez 40 questions en 1 heure. Et du coup, 40 questions en 1 heure, toutes les questions, c'est le même coefficient. Et en fait, si par exemple vous avez 20 questions de Bah, en fait, SHS, par ouais, exemple, c'est ouais, sûr qu'il y aura beaucoup plus de questions de SHS ouais. que de On m'a maths. dit Genre. que le cos coûtait plus, ouais. Non, en Bah, gros, non. C'est les mêmes coefficients. C'est juste qu'il y a plus de questions.
Mais il n'y a pas de coefficient. En gros, ça se compte en questions. Par exemple, il va y avoir 16 questions SHS, peut-être 6 en maths. Anat, les deux, c'est pareil. Et quoi d'autre? En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, par exemple, le COS, vous avez le droit à 9 questions. Du coup, lui, il va répartir ces 9 questions en fonction de lui ce qu'il a envie. Ouais. Il va pas mettre tous les cours parce qu'il y a plus de cours que le nombre de questions, forcément. Ouais. Mais du coup, il va choisir les cours qu'il veut. Donc, il peut mettre toutes les questions sur un seul cours, comme il peut mettre chaque question un cours. Et pareil pour chaque prof. Genre, par exemple, l'année dernière, du coup, ils ont dit au prof de morpho, vous avez tant de questions. Il n'a jamais répondu, il n'a jamais fait ses questions. Du coup, ils ont attribué toutes les questions au mec de maths. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, même en anat, c'est je pareil. pense morpho, il va y avoir quoi? Après, non, on ne sait jamais. Hein. Ça se trouve, il peut faire pour morpho. Hein, par exemple, le corollaire, il a question de SHS. Bah, c'est possible. Hein. Si, c'est possible. 16 questions de SHS, c'est très, très possible. Hein. Si, c'est possible. Hein. Clairement possible. Nous, on en avait 14. Non. Non, je pense 10. Non, c'est vraiment... beaucoup, hein. Ah oui, bah oui, vu que c'est la plus grande matière. Ouais. En gros, et puis, il y a quand même 40 questions, quoi. C'est faisable. C'est 40 questions. Et en plus, genre, par exemple, le corollaire, ils vont lui dire, bah, vous avez... allez, je suis gentille. Vous avez 6 questions. Ouais. Bah, il les répartit entre SP11 et SP12. Genre, il les répartit entre petits bassins et entre tête et cou. Genre, il peut vous mettre 4 questions de l'oreille, comme il peut vous mettre que du petit bassin. Ça se trouve, vous pouvez avoir full morpho. Hein. Full morpho. Bah, par exemple, en fait, on sait jamais, quoi. Ouais, par exemple, la prof de... Vous savez, les trucs là pour les femmes enceintes et tout ça, genre la sémio générale, il y a eu 3 questions de sémio. De sémio, ouais. Bah, en fait, ça dépend du prof. Hein. Enfin, si le prof, là, demain, il se dit, bon, allez, moi, je fais full morpho. C'est ça. Il fera full morpho. Dis-toi, Maëlys, moi, j'étais plus team stats l'année dernière. Moi aussi, honnêtement. J'ai aimé trop les stats. Et en gros, en fait, j'ai eu le déclic des stats. Une fois que tu as le déclic, tu comprends comment ça marche. En vrai, si tu veux, mets ton mail et je t'envoie ma fiche. J'ai une fiche avec tous les cours de stats dessus. Et en vrai, j'ai juste eu le déclic. Et grâce à il y a des FT de biostat. De biostat? J'en ai aucune idée. Mais en vrai, biostat, qu'est-ce qui est important? C'est vraiment faire les QCM. En vrai, faites les QCM des passes. Hein. C'est exactement les mêmes cours. Et puis, je pense que c'est Médoc et biostat en même temps. Ça a été Médoc et biostat en même temps. Bah, en vrai, la fiche, tu peux la mettre sur le forum. Hein, Oui, en vrai, je vais la mettre sur le forum. Est-ce qu'on peut aussi racketter? Ouais. Je vais la mettre sur le forum et si j'arrive pas, je le dirai sur le prochain FT. En gros, prochain FT, les gars, c'est... Oh non, on est devenus copains là. Le prochain FT, en gros, ça va être un FT avec tous les RM. Donc, il y aura moi, SHS. Moi, je suis SP11 et 12, genre tout ce qui est petit bassin et tout ce qui est tête et cou. Il y aura SHS et il y aura le RM de Médoc et Stat. En fait, on va être 3 et on va répondre à toutes vos questions. Donc, faites un peu la pub à vos copains si vous avez besoin. Là, je vais essayer de mettre les avantages. Donc là, je vais essayer de mettre la fiche sur le forum. Et si j'arrive pas, je vous le redirai dans l'épisode suivant, tu vois. Mais voilà, on avance parce que là, il est un peu tard. Et on a une vie aussi, accessoirement. Donc, amélogénèse, c'est un des pires cours que j'ai jamais fait. Du coup, je me suis dit, en vrai, j'ai mis les points majeurs à connaître sur cette notion. Donc, les points majeurs, je les ai mis sous forme de QCM, donc on va faire les QCM ensemble. Si vous avez compris, on saute. Si vous n'avez pas compris, on focus. Les améloblastes dérivent du mésenchyme. Vrai ou faux? Je vais me mettre en rappel. Après, vaut mieux se tromper maintenant. Hein, je vous jure, on s'en fout, quoi. Donc, un exclu qui dit non, faux. Et c'est faux. Pourquoi? Parce que ça vient de l'ectoderme. En gros, comme on a vu, les améloblastes, ils vont donner les mailles. Les mailles, elles dérivent de l'ectoderme, donc origine ectodermique. C'est un peu une... T'as une chance sur deux, de toute façon. Mais dis-toi, la logique, c'est ça. C'est que l'émail, pourquoi elle a une origine ectodermique? Parce que c'est comme la peau. Ça vient de l'ectoderme, tout ce qui est à l'extérieur. Là, je vais vous montrer un truc... Oui, je vais essayer de trouver maintenant. La vidéo que tu voulais montrer? Non, pas... Non. C'est pas grave. Mais je vais vous montrer une vidéo et en gros, ça va vous expliquer un peu comment ça marche. Et en fait, tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui est la peau, les cheveux, etc., c'est ectodermique. Donc l'émail,
c'est tout ce qui est autour des dents. Donc, c'est ectodermique. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, pour la dentine, en gros, la dentine, on la voit parce que l'émail, elle est transparente. Ça, je vais l'expliquer juste après. Mais du coup, l'émail, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est ectodermique. Et d'où elle vient l'émail? Bah, elle est créée par les améloblastes. Donc, les améloblastes viennent du mésenchyme. C'est faux. Gamberge. Ne donne pas l'émail. Si, c'est pour ça que les CCNS ne donnent pas l'émail. Mais c'est ça, en fait, c'est ça la logique, c'est ça qui est en fait, c'est ça qui est beau dans la médecine, c'est que tout est logique, tout est Tout est lié. lié, ouais. En gros, les CCNS, bah, ils vont pas donner tout ce qui est émail. Donc, c'est pour ça que les amyloblastes, ils viennent pas des CCNS. Voilà, c'est Ah ça, en fait, c'est ça, morpho, c'est vraiment tout est ouais, lié, tout toutes est les lié. cours enfin, voilà quoi. Ce qui est drôle et qui est vraiment pas drôle en morpho, c'est qu'une fois que tu as fait le dernier cours, tu vas comprendre le premier cours. Ouais, En c'est ça, morpho, ouais. tu es obligé de faire minimum 3 tours. Un cours de découverte où tu vas juste pleurer, un deuxième cours où tu vas te dire ah mais c'est ça, ah mais c'est ça, et tu vas faire des liens. Tu vas dire ah mais ça c'est ça parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et troisième tour où tu vas vraiment être calé et être en mode ok, là j'ai compris. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier la compréhension hein, en Ouais. morpho. Hein. Après, bien sûr, le par cœur, mais faut vraiment comprendre le cours. Hein. Mm. Comme ça, c'est plus facile d'apprendre. C'est plus facile d'apprendre et surtout que quand vous allez vu plusieurs fois, vous allez pouvoir lier les trucs. Oui, il y a du par cœur, Mais mais c'est plus facile quand tu comprends, en fait, le en par fait, cœur. le par cœur, c'est les mots. Genre améloblaste, Ouais, c'est un voilà. mot que j'aurais jamais deviné en terminale, tu vois. Donc améloblaste, voilà. Donc tu apprends par cœur le mot. Après, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc tu apprends l'étymologie. Donc ça, c'est hyper important, l'étymologie, surtout en petit bassin. Petit bassin, l'étymologie, c'est hyper important. Donc apprenez ça. Mais aussi, genre, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient. Donc d'où il vient. La mélogénèse et la formation de la racine dentaire se déroulent simultanément. Donc, est-ce que ça se fait en même temps? Non. Parce que, ouais, mais toi, t'as vu. Mais ouais. Tu vois, c'est une fois qu'ils ont vu la réponse, ils mettent. Ouais. Bon, pourquoi? Bah voilà. Vu que vous Ouais. n'avez pas vu, pourquoi c'est faux? Parce que vous n'avez pas eu le temps de lire la justification. Ouais, j'ai mis les réponses, ça fait exprès. Elle se fait après. Donc, en gros, la mélogénèse, c'est la dent qui va se créer. Et ensuite, ça va être les racines qui vont s'ancrer dans la gencive, à peu près. Donc, c'est pas simultané. C'est l'étape après, une étape après l'autre. Et en gros, c'est quand la racine, elle va. En gros, ça, vous allez le voir dans le dernier cours, du coup, l'éruption dentaire. Dans l'éruption dentaire, en fait, comment la dent, elle va sortir? Bah, c'est quand les racines, elles vont être créées. En gros, ça, c'est la gencive. Ça, c'est la dent. Voilà, elle est là, la dent. En fait, quand la racine, elle va être créée, bah, la dent, elle va être tirée, poussée vers l'extérieur. Donc, ça va être la force Mais répulsif un peu, et non? répulsive. Voilà. C'est un peu comme en organogénèse, vous avez, vous savez, les testicules. Donc, vous avez 2 types de trucs. Donc, ça va être, quand ça va grandir, bah, ça va pousser vers l'extérieur. C'est un peu le même mécanisme. Ce n'est que lorsque la formation de l'émail est terminée que débute le stade de la racine. Donc, c'est ça. L'émail se forme uniquement au stade de la couronne dentaire. Donc, ça, il faut le savoir. Ça, c'est très important. Oui, bah, du coup, c'est vrai. Donc, c'est que à ce stade-là que l'émail commence à être créé. Avant ça, il n'y a toujours pas d'émail. L'amélogénèse suit un gradient temporospatial du collet vers la cuspide. Alors, oui, il y a du par cœur pour savoir ce que ça veut dire le collet, ce que ça veut dire la cuspide, etc. Mais si vous arrivez à imaginer les différentes structures, vous pouvez imaginer le. Ouais. Voilà, genre la. C'est bon, vous avez compris. Donc c'est faux, c'est l'inverse. Et ouais, donc ça, c'était hyper chiant. Donc pourquoi? Parce que c'est un gradient d'inverse de la cuspide vers le collet. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'imaginer la scène, en fait. Donc ça va aller du cuspide vers le collet. Alors, le cuspide, c'est une structure. Attends, je vous montre une photo sur Internet, ça explique tarpin. Donc, collet, dent. C'est ça. Donc, vous avez. Non, c'est pas celle-là. C'est ça. C'est à peu près la gencive, genre. Vous voyez le truc en rose? Bah, ça s'appelle le collet. En gros, c'est tout ce qui va être entre la structure osseuse et la dent. Et la cuspide, d'un autre côté, ça va être. Moi j'aime bien les photos et les vidéos YouTube, je trouve que ça explique. Cuspide, dent. C'est. Voilà. Donc, c'est la partie de la dent
Mais vous voyez la dent qui est au-dessus de la gencive, voilà, au-dessus de la gencive, bah, c'est ça. Donc, en gros, le cuspide, c'est tout ce qui est autour de la dent à l'extérieur, donc tout ce que nous, on voit, genre ça, c'est la cuspide. Tandis que le collet, c'est tout ce qui est entre la structure osseuse et la structure tissulaire qui est entre les deux et qui va entourer la dent. Alors, tout ce qui est le tissu autour de la dent, bah, c'est le collet. Donc, l'amélogénèse va aller du collet vers la cuspide. Bah, normal, ça va aller du tissu autour de la dent vers la dent qui est à l'extérieur. Ouais, à peu près. À peu près ça, ouais. En vrai, c'est très mal expliqué, mais si vous regardez des vidéos sur YouTube, ils vous montrent un peu le gradient et comment c'est créé. Donc, ah non, 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 bah voilà, bah c'est... Ok, donc les problèmes de santé affectant l'amélogénèse n'impactent que les dents en cours de formation. C'est faux. C'est vrai, pardon. Parce que, en gros, l'amélogénèse, ça va affecter bah, en vrai, c'est logique, hein. Problème de santé affectant l'amélogénèse, bah, ça va impacter que les dents qui sont en train d'être formées. Si une dent, elle a déjà été formée, bah, s'il n'y a pas d'amélogénèse, on s'en fout parce que la dent, elle a déjà été créée. En gros, c'est une question qui, bon, elle va jamais tomber, hein, mais c'était une question pour vous montrer un peu la temporalité des choses. Si l'amélogénèse, elle est achevée, donc l'émail est créé, si les cellules, donc les améloblastes, ils sont tous en apoptose, bah, les dents qui sont déjà créées, on s'en fout. Elles sont déjà créées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'améloblastes. Les améloblastes sont transformés. Tandis que les autres améloblastes qui n'ont pas encore créé les nouvelles dents, bah, ça va impacter et les nouvelles dents qui vont créer, bah, elles vont subir des pathologies. En gros, c'est ça, hein. Donc ça, c'est aussi un tableau qui était dans le livret. Donc je vais pas tout vous lire. Vous voulez qu'on le fasse ensemble ou ça va? En gros, l'améloblaste, il a plusieurs étapes. J'ai oublié de mettre les photos en vrai, c'est dommage, j'aurais dû mettre les photos. Mais l'améloblaste, en gros, l'améloblaste pré-sécréteur, c'est l'améloblaste avant de commencer de sécréter les structures minérales qui vont créer la dent. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va être allongé. Donc c'est une cellule polarisée, donc il y a le pôle basal et le pôle apical. Et du coup, ça va être une migration qui va aller du noyau vers le stratum intermédium, donc le SI. Donc ça, c'est sympa à apprendre pour pouvoir un peu visualiser. Donc il y aura des caractéristiques normales d'une cellule sécrétrice. C'est pour ça que dedans, vous allez avoir vous allez avoir beaucoup de grains. Donc les grains, c'est les granules du réticulum endoplasmique, il me semble. En cours, c'est pas très détaillé. Mais en gros, c'est ces grains-là qui vont sécréter un peu le mucus qui va devenir des dents, les protéines des dents un peu. Donc ça va être un peu ça. Du coup, c'est pour ça que le lamelloblaste présécréteur, il est aussi long. Ensuite, le lamelloblaste sécréteur sans prolongement des tomes. Donc, lui, il va se créer parce que c'est pas encore allongé. Donc, c'est aprismatique. Donc, c'est pas un prisme encore. Mais d'un autre côté, on a une exocytose qui va commencer à créer la matrice de l'émail. OK? Donc, ça va être l'émail dentine. Donc, ça va être une jonction. Et ensuite, ça va se séparer. Donc, au début, c'est un peu lié. Donc, ça va être lié avec des hémidesmosomes, il me semble. Ensuite, l'améloblaste avec les prolongements de tome. Donc, les prolongements de tome, vous allez voir, regardez le cours. Il y a vraiment les schémas, ça explique et c'est pour pouvoir visualiser. Donc, c'est une émail qui est prismatique. Et du coup, il y a deux sites de sécrétion qui va être proximal et distal. Donc, proximal, donc c'est en bas vers la membrane basale. Et distal, c'est la membrane apicale, à ne pas différencier. OK? Ensuite, l'améloblaste de transition, bah, c'est celui qui n'est pas encore devenu de l'émail, mais c'est en train de devenir de l'émail, donc c'est quasiment pareil. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'émail immature. Synthèse d'une lame basale sur l'émail immature. Mais aussi, il faut voir qu'il y a une apoptose de 25% des améloblastes. Pourquoi? Parce que 25% des améloblastes, ils vont partir. C'est ceux qui sont sur le côté, sur le schéma. Je vais essayer enfin, sur l'ordinateur, je ne sais pas si je peux trouver. Ouais, en vrai là, c'est mieux de montrer comme ça. Drive, donc P2, TAM, RM-LAS2, RM Anatomie, cours, TT cours, morphologie.
Et ensuite, c'est quel cours qu'on est en train de faire là? C'est amylogénèse. Donc, en gros, vous allez voir, c'est dans le cours, vous allez voir, c'est ces schémas-là. Et en gros, c'est ça qui va être, qui va subir une apoptose. C'est tout ce qui est sur le côté. C'est ça. Donc, ça, c'est les différentes structures. Donc, vous voyez, tout ce qui est dedans là, tout ce qui est dedans, bah, vu qu'il y a beaucoup d'éléments intracellulaires, bah, c'est ça qui va créer l'émail. Donc, il va permettre de sécréter l'émail. Et ensuite, vu qu'il y a l'émail qui est sécrété, bah, on en aura de moins en moins besoin. C'est pour ça que ça va s'élargir. Et quand c'est sur le côté, il est où le schéma? Ah, ça doit être sur un autre cours. Euh, Bon, bref, on s'en fout. Amylogénèse. Peut-être c'est dans Dantino. Ou alors, ouais, je pense. Parce que le dernier cours, non. Le dernier cours, c'est sur comment? Bon, je sais pas c'est quel cours. Mais en gros, c'est tout ce qui est autour. Bah, du coup, ça va subir une apoptose. Pourquoi? Bah, ça sert à plus à rien, en fait. Peut-être c'est là. Ah, la prédentine. Non plus. Ils sont où les cours? Bon, bref, normalement, c'est à vous de savoir, c'est pas à moi de connaître mes cours. Mais et voilà, du coup, en gros, tout ce qui est autour de la dent, vous allez voir, enfin, je pense que ça va être dans odontoblast, du coup. Tout ce qui est autour de la dent, bah, ça va apoptoser. Et tout ce qui est au milieu, bah, ça va devenir de l'émail. Ah oui, ça c'est hyper important. Améloblaste de transition, disparition du prolongement de tome. Ça, c'est une question qui tombe très régulièrement. Ensuite, améloblaste de maturation, bah, du coup, bah, c'est normal, hein, l'hydroxyapatite, bah, elle va maturer. Et quand les cristals ils vont se créer, c'est ça qui va créer l'émail. En fait, l'émail, elle est créée de hydroxyapatite. Il faut connaître la formule de l'hydroxyapatite. Et c'est ça, et c'est pour ça que réduction en taille des organites. Pourquoi? Voilà, de taille des organites, ça ne veut rien dire, mais réduction, genre, ça va devenir plus petit et il n'y aura plus d'organites parce qu'il n'y a plus de sécrétion. Ça ne sert plus à rien. Logique. Et amyloblaste de protection, bah, c'est la dernière couche qui va protéger l'émail qui va être créée. Donc, en vrai, c'est l'étape finale, en fait. C'est présent jusqu'à l'éruption de la dent. Donc, ça, c'est un petit QCM à vous. Donc, ça, il faut tout connaître. Donc, l'émail recouvre là des dents. En vrai, on n'a pas le temps de le faire. Mais juste écrivez-moi, juste parce qu'on n'a pas le temps, vous m'écrivez la formule dans le chat de l'hydroxyapatite. Et s'il vous plaît, trichez pas parce que c'est très important, ça peut tomber. La formule chimique de l'hydroxyapatite, ça peut tomber. Donc essayez de me l'écrire s'il vous plaît. Le reste, je vais le montrer juste après. Mais en gros, le plus important, c'est la formule de l'hydroxyapatite. Ça se voit, ils sont partis. Voilà. Donc c'est ça. Celle-là, il faut vraiment l'apprendre. Pourquoi? C'est 10, 4, 6, 2. 10, 4, 6, 2. Pourquoi? Posez pas de questions, c'est ça. Donc, c'est à 10 Ouais. points. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il y a un début à tout. Il faut faire gaffe en plus au piège sur cette formule, hein. C'est les pièges de parenthèse. Ouais. Voilà, QCM de passe. Donc, il avait inversé et il va aussi inverser des parenthèses. Genre, si vous mettez OH2, parenthèse, c'est faux. C'est OH, parenthèse 2. À ne pas confondre. Donc, l'émail est une structure minéralisée. C'est la plus minéralisée. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, c'est un cristal. Donc, cristal transparent. Ok, c'est pour ça qu'on peut voir la dentine. Donc, c'est pas un tissu, c'est une structure anatomique. Ça, il faut pas se confondre. Si vous mettez euh, la couronne d'un tissu avasculaire et acellulaire, c'est faux. C'est pas un tissu. C'est une structure acellulaire et avasculaire. Pourquoi c'est acellulaire? Parce que c'est transparent, on voit pas. Avasculaire, parce que c'est transparent, on voit rien. Et pas innervé, parce que c'est transparent, on voit rien. Il n'y a rien dedans. C'est juste du cristal. C'est pour ça que quand vous vous cassez la dent, dedans c'est rouge, mais dehors c'est transparent. Parce que la dent, elle n'existe pas, c'est juste du sel, genre. Origine ectodermique, bon ça vous le savez à ce stade-là, et il vient uniquement au stade de couronne. Ok? Ça, bon, vous faites un petit screen hein, de ça. En gros, ça résume un peu tout. Faut savoir, chaque protéine, ce qu'elle fait. Donc, l'énaméline, donc c'est la plus grande. La tuftéline, c'est la plus acide. La mélogénine, elle est présente à 90%, donc c'est ce qui est la plus présente en quantité. Oui, c'est horrible, mais vous avez un joli schéma Et le tableau en plus, et le là. tableau en plus, voilà. En vrai, moi, j'avais appris mémoire visuelle. Genre, amélogénine, pour moi, c'était la plus grosse. Donc, forcément,
c'était pas uniforme. Enfin, j'essayais de trouver une certaine logique. Il n'y avait pas beaucoup de logique, mais bon. Essayez de screen, en vrai. En vrai, je vais screen et je vais mettre aussi sur le forum, à noter. Ça, c'est le Édification dernier. radiculaire, c'est le dernier cours. Ok, bon, ça va. C'est Donc, pas éruption dentaire, le dernier cours. ah si, c'est éruption dentaire. En vrai, il y a deux diapos ici. Bon, c'est bientôt fini, vous inquiétez Si pas. tu Hein. veux Non, partir, t'inquiète, de toute comme façon, ça. on va tout déconnecter à la fin. Ouais, il faut tout déconnecter. Donc, radiculogénèse, sa formation des racines. Hein. Rhizogénèse et radiculogénèse, c'est pareil. Ok, c'est formation des racines. Donc, elle se fait par l'organe pulpodentaire. Donc, c'est la pulpe. La pulpe, moi, j'avais pas trop compris ce que c'était, mais en gros, la pulpe, c'est une structure intermédiaire entre la dent et les cellules. En gros, elle va se créer la pulpe et c'est elle qui va pouvoir sécréter certains éléments. La gaine de Hertwig, elle est hyper importante à connaître. Il y a plein de questions sur la gaine de Ouais. Hertwig. Franchement, je pourrais pas vous aider. J'ai peur de dire des bêtises. Je vais juste dire ce que j'ai mis sur le diapo, mais j'ai pas beaucoup Enfin, j'ai pas trop compris ce que c'est pour vous expliquer. Mais en gros, ce schéma, il est bien. En gros, c'est un schéma que j'ai fait. Euh, c'est un schéma qui dessine un peu le trajet de la dent. En gros, ça vient de dedans et ça va cheminer vers l'extérieur. Et du coup, ils vont se cumuler les unes après les autres. Et durant le cheminement, bah, ils vont s'enlever, comme vous voyez ici, ça va s'enlever de la lame et du coup, ça va créer la dent, à peu près. Ok. Donc, ce schéma, il est aussi, je l'ai mis sur les livrets. Dans les livrets de l'AS2, je les ai mis. Donc, si vous voulez voir les livrets, il y a ce schéma en 4K et en papier. Et le tableau de tout à l'heure aussi, pas lui. Euh, lui, il est sur les livrets. Lui, bah, il est sur les livrets aussi, donc si vous avez besoin. Euh, donc voilà. La sémentogénèse, bah, c'est la création du sément, donc c'est un peu logique. Et c'est ça qui va euh, être autour des racines. Ouais, bah, ça c'est moi qui. Vraiment, j'en pouvais plus. Gaine épithéliale de Hertwig, voilà, c'est très important à connaître. Il y a plein de questions dessus. J'ai pas trop compris, je vous avoue. Mais en gros, c'est la zone qui réunit l'épithélium interne et l'épithélium externe. C'est pour ça qu'on l'appelle une gaine. Donc, une gaine, c'est vraiment un truc qui est entre deux trucs. Donc, c'est au niveau du futur collé. Donc, ça va être entre la dent et entre les cellules qui vont créer la dent, à peu près. Donc, c'est, voilà, donc boucle cervicale. Donc, c'est là une gaine épithéliale à proprement dite, elle est cervicale, tandis que l'autre, elle est plutôt distale. Je sais pas si c'est distal ou si c'est inférieur qu'on l'appelle, mais elle a un autre nom. Il faut différencier les deux. Et du coup, bah, il y a un épithélium interne qui est centropulpaire et l'épithélium externe qui est centrofolliculaire. Donc ça, c'est des questions qui retombent. Ensuite, les dents, elles sont pluriradiculées, c'est-à-dire il y a plusieurs racines. Donc, il y a les incisives, enfin, il y en a une seule, tandis que les molaires et les prémolaires, il y en a plus. Il y en a parfois deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a quatre. Donc, il y a une repousse qui est centripète, donc vers le centre pulpaire, tandis que Suisse coalée. Bon, alors là, je vous avoue, là, je n'ai pas la data. Donc, autant la gaine épithéliale de Hertwig de chacune des racines en formation, bon, j'avoue, j'ai pas trop compris. J'assume pleinement. Donc, voilà. Donc, il y a deux gaines. Il y a une gaine à proprement dite. Donc, celle-là, elle est irrégulière. Elle a une matrice prédentinaire, donc celle qui va créer la prédentine, et un matériel collagénique. Donc, il faut savoir quel type de collagène. Je vais l'expliquer juste après. Mais aussi, elle a une membrane basale. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle. Voilà, c'est une direction coronaire. C'est pas comme on a vu tout à l'heure. Donc, le diaphragme épithélial, du coup, lui, il va délimiter le foramen primaire. Posez pas trop de questions, s'il vous plaît. Donc là, la gaine de Hertwig, donc elle va avoir une cytodifférenciation. Donc, elle va donner tout sauf une induction en retour sur... voilà. Vous avez le cours devant. Franchement, je ne sais vraiment pas. J'ai essayé de comprendre un max, mais j'ai pas compris. Si vous avez des questions, je vous répondrai aux questions au FT suivant.
Mais là, j'ai pas eu le temps de tout comprendre. Et j'avais pas de vidéo YouTube pour comprendre. L'éruption dentaire, donc quant à lui, c'est mon cours préféré. Pourquoi? Parce que, vous voyez ce petit schéma là? Voilà, donc c'est tout simple. En gros, vous avez les dents des enfants, donc vous avez les incisives. Les incisives, chez l'adulte, ça va donner l'incisive. La deuxième incisive, chez l'adulte, ça va donner la deuxième incisive. La canine, ça va donner chez l'adulte la canine. Ensuite, on a la première molaire chez l'enfant, ça va donner la première prémolaire chez l'adulte. Donc ça, c'est à connaître. Ensuite, vous avez la deuxième molaire chez l'enfant, ça va donner quatre notions. Et ça, c'est à comprendre. Parce que si vous dites la deuxième molaire chez... pardon, si vous dites la première molaire chez l'enfant donne la première molaire chez l'adulte, c'est faux. Ça donne la première molaire. Et c'est la deuxième molaire chez l'enfant qui va donner quatre éléments. Du coup, la deuxième prémolaire, la première molaire, la deuxième molaire et la troisième molaire. Vous avez compris? Du coup, Ah oui, franchement, les derniers. Enfin, non, ce cours, ça va, mais celui d'avant, franchement, c'est compliqué, ouais, hein. l'édification radiculaire. Je vous promets, je vais le travailler dans le FT suivant, je vous réexplique. Mais là, je j'ai pas, j'ai trop décroché. Donc, du coup, chez l'enfant, incisive, chez l'adulte, incisive. Deuxième incisive chez l'enfant, chez l'adulte, deuxième incisive. Canine chez l'adulte, ça donne canine chez l'enfant. Enfin, canine chez l'enfant, ça donne canine chez l'adulte. Première molaire chez l'enfant, ça donne première molaire chez l'adulte. Deuxième molaire chez l'enfant, ça donne deuxième prémolaire chez l'adulte. Première molaire, deuxième molaire et troisième molaire chez l'adulte. Capiche? Donc, l'éruption dentaire correspond au processus par lequel les dents ils vont sortir, donc ils vont transférer de la crypte osseuse. Voilà, donc ils vont sortir de la crypte osseuse pour aller à l'extérieur et vont donner une fonction occlusale sur l'arcade dentaire. Donc, ils vont donner leur fonction qui est de mastiquer, enfin mâcher. L'éruption dentaire, donc c'est un événement postnatal. Les enfants, ils vont naître sans rien et après, ils vont avoir leurs premières dents. Donc, les premières dents, vous devez apprendre les dates, hein, je vais les dire juste après, mais c'est autour de 6 mois les premières dents, un peu avant pour les précoces. Les mécanismes de signalisation vont intervenir forcément, puisque bah, ce qui va signaler à la dent que là c'est le moment de sortir et là c'est pas le moment de sortir. Et ça se fait en relation, en même temps, enfin en parallèle que la rhizogénèse. Pendant que la racine elle se crée, bah, la dent elle va avoir une éruption. Essayez de visualiser un peu comme ça. Donc voilà, c'est ce que je disais ça. Donc c'est pas les dents qui vont donner les mêmes dents. Donc les incisives c'est les mêmes, les canines c'est les mêmes. La première molaire, donc ça donne la prémolaire et la deuxième molaire ça va donner deuxième prémolaire, molaire, deuxième molaire et troisième molaire. Ensuite, voilà, du coup, bon, est-ce que vous avez compris ce cours? En gros, les caractéristiques, bah, ça va être des processus par lesquels les dents elles vont faire leur transfert de la crypte osseuse vers l'arcade dentaire, un événement postnatal. Voilà, c'est un petit cours en fait. Les ostéoclastes, bah, c'est ce qui va créer la résorption, ça on l'a vu, tandis que ce qui va créer la sécrétion, c'est les ostéoblastes, donc ça vous le savez déjà normalement. Donc à la naissance, mais émergent dans les mois ou aux années après la naissance. Parfois, il y a des gens qui sont très tardifs, donc ils vont avoir un an les premières dents. Ensuite, c'est un phénomène programmé. Donc, c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour la même personne, c'est dans la même logique, à peu près. Événement localisé, donc chaque dent au même endroit, mais pas systématique. Parfois, la dent, elle est présente, mais elle va jamais sortir. Et c'est pour ça que bah, il y a certains dentistes qui vont mettre une sorte de bague, ils vont les sortir les dents, parce que c'est pas systématique. Parfois, l'éruption des dents, elle n'est pas faisable chez certaines personnes. Donc, les dents font éruption alors que la racine est encore en formation, c'est ça. Donc, dès que la racine, elle se forme, bah, la dent, elle va avoir une éruption. C'est un peu ce mécanisme-là qui va lui permettre de sortir. Donc, c'est un peu la pression intra-tissulaire. Donc, éruption dentaire des incisives centrales mandibulaires commence plus tôt que les incisives centrales supérieures. Donc, en fait, les premières dents chez le petit, c'est les dents d'en bas. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit sourire tout mignon. Et ensuite, ça va être bah, les dents d'en haut et ensuite celles d'à côté, etc. Bon, il ne va jamais vous poser des questions là-dessus, hein. Voilà, donc c'est les dents de en bas et ensuite les dents de en haut. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la pulpe. La pulpe, en fait, c'est tout ce qui va être vascularisé et innervé. Donc, ce qui vous fait mal quand le dentiste il va jouer, c'est quand il va toucher la pulpe. La dentine, bah, c'est tout ce qui est autour. Le sément, bah, c'est tout ce qui est entre
La gencive, du coup, qu'on a vu, c'était le collet et la dentine. Et l'émail, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc voilà, donc le collet, c'est ça. Donc c'est la partie qui est entre les deux, donc entre la gencive et la dent. Tandis que la racine, c'est ce qui est dans l'os. Et la couronne, c'est tout ce qui est à l'extérieur, donc ce qu'on peut voir. Donc voilà, donc la dent, elle va traverser la muqueuse buccale, forcément. Donc pour pouvoir sortir, elle va traverser la muqueuse buccale. Donc modification cellulaire, bien évidemment. Épithélium adamantin, donc c'est la protéine qu'on a vue tout à l'heure. Donc épithélium de jonction, donc c'est les desmosomes et hémidesmosomes. Modification cellulaire, forcément, parce que la cavité buccale, elle va pas